Salut Claire, merci d'être là pour partager ton travail et ton parcours, ton expérience dans le milieu de l'animation. Pour petit contexte, on s'est rencontrés à Annecy, donc après j'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, parce que j'ai vu que tu avais fait à la fois de l'animation, que tu as été sur d'autres domaines aussi, du décor, plein de choses. Donc il y a certainement plein de trucs intéressants à dire. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots d'abord, histoire de dire sur quoi tu as travaillé, et ensuite on part sur un peu plus de détails. Salut Benjamin et merci de m'avoir invité déjà Avec pour plaisir. commencer. C'était très sympa de se rencontrer à Annecy et de pouvoir discuter un petit peu en live aussi. Je m'appelle Claire Matz, j'ai 30 ans et je suis dans le domaine de l'animation en général. Mais avant de faire de l'anime, j'ai bossé un petit peu dans le jeu vidéo Ok. en tant que graphiste, Je faisais surtout de l'interface en fait, Mhm. du UI UX design comme on Ouais. dit. Et puis un petit peu de web aussi, et de web design. Et je voulais vraiment faire de l'anime, en fait, enfin, le jeu vidéo et l'animation m'ont beaucoup attiré depuis longtemps. Et en fait, ce qui me plaisait dans l'anime, c'était le côté cinématographie, le côté narration. Après mes premières études, en fait, j'ai repassé un concours, du coup, le concours des Gobelins. J'ai fait les Gobelins pendant 4 ans en anime. Et aujourd'hui, je suis productrice en animation. Donc, j'ai d'abord fait le cursus en tant qu'artiste, en fait. Et puis, juste à ma sortie des Gobelins, j'ai travaillé dans des studios divers en tant qu'artiste, mais je suis surtout allée à Netflix Tokyo, en fait, pendant 2 ans. Ouais. Je suis arrivée là-bas en tant qu'artiste, mais j'étais la seule artiste dans une équipe de producteurs qui s'appelle du coup la Creative Production. Tout le côté fun de la prod, en fait où c'est là où on choisit les studios, où on attache des studios au projet, c'est là où on parle avec les auteurs et on fait des reviews de scripts et on Ouais. travaille avec les auteurs au développement des scripts. Même chose pour le développement visuel. Donc c'est vraiment toute la partie développement et super créative de la prod. Et l'avantage, c'est qu'à Netflix, tout le côté financier de la prod, c'est d'autres départements qui gèrent. Et en gros, D'accord. nous, quand on greenlight un projet, on dit ah, j'ai besoin de tant de budget et le budget tombe. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe par rapport à la production indépendante qui est beaucoup plus complexe. Ouais. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et au début, j'étais artiste. Et puis, en fait, petit à petit, à force de bosser avec des prods et vu les types de projets qu'ils développaient, on pourra en parler un petit peu plus après, mais en gros, je suis passée graduellement d'un poste de plus en plus orienté prod et à la fin, je faisais quasiment plus que ça. Enfin, je faisais plus que de la prod et de la supervision d'artistes, en fait, mais je dessinais très peu. Ok. Et puis, j'ai décidé de quitter Netflix il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je suis rentrée en France et j'ai développé, là, ça fait 1 an qu'on est en développement sur des projets plus personnels. Du coup, je suis en tant que productrice indépendante. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Yabu Mozagi et qui fait du world building, Mhm. donc du développement de projets, mais pas seulement pour une série ou un film d'animation, mais vraiment pour ce qui est univers narratif. Donc, on travaille beaucoup sur la notion de transmédia, en fait, D'accord. et aussi de licensing, et enfin, on pourra détailler encore un petit peu Ouais. après, encore une fois, mais donc j'ai monté cette activité indépendante et je développe notamment un projet d'IP original là depuis 1 an sur lequel on travaillait avec le créateur depuis déjà beaucoup plus longtemps que ça, mais là on s'est vraiment focus là-dessus pendant 1 an. Ouais. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc maintenant je fais vraiment plus que de la prod. J'ai très très peu dessiné cette année puisque je suis pas le créateur graphique non plus de cette œuvre-là. Ok. Donc, le peu de dessin que j'ai fait, c'était plutôt pour de la presta, en fait, avec notre entreprise, mais pas sur de l'IP original. Donc, voilà où j'en suis. Donc IP, Oui, c'est IP, du propriété coup, c'est... intellectuelle. C'est un Ouais, truc qu'on dit de plus en plus maintenant. J'ai tout à l'impression fait. que c'était pas trop le cas avant. Et maintenant, c'est devenu un peu un terme comme contenu, tu vois, les trucs comme ça qui arrivent un peu d'un coup. J'ai l'impression que c'est assez nouveau de Ouais, dire c'est vrai ça que tout le temps. en partant, enfin, maintenant que je fais de la prod, j'utilise beaucoup de jargon un peu de mots valises, en fait, Ouais. qui veulent déjà pas forcément dire la même chose d'un pays à l'autre. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Donc, IP, effectivement, c'est pour propriété intellectuelle. Et ce terme de propriété intellectuelle, il a plusieurs significations selon de quoi on parle et d'où on parle. C'est-à-dire qu'à la base, ce terme-là, c'est un terme juridique
Mhm. qui défend donc la propriété intellectuelle et artistique avec le code de la propriété intellectuelle et artistique, qui est appliqué par les avocats pour défendre les droits des artistes. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on l'utilise de plus en plus, et à l'anglaise majoritairement, en disant IP, mais on l'utilise aussi en français, pour dire qu'en fait, c'est une propriété intellectuelle dans le sens où c'est une œuvre dont on peut exploiter les droits pour faire de l'entertainment, mais qui ne va pas forcément être juste un film ou juste une histoire close Mhm. sur elle-même, mais qui va potentiellement devenir une licence, c'est-à-dire une œuvre qui est déclinée sur soit des multiples narrations, soit des multiples narrations et médias. Et Oui. c'est pour ça que, comme on parle de transmédia, nous, on parle beaucoup d'IP et de licences, parce qu'on développe non pas une histoire seule, mais un univers narratif duquel on peut tirer une multitude d'histoires, une multitude de héros et du coup une multitude de médias et de supports différents. C'est pour ça qu'on parle d'IP. Mais du coup, Oui, il y a puis un peu les deux facettes, quoi. je l'entends souvent aussi dans le côté un jeu vidéo où c'est juste, voilà, Sony crée une nouvelle IP qui est l'univers de tel truc. Mhm. Et ensuite, tu as le jeu numéro un, Ouais, numéro 2 machin. Mais oui, c'est arrivé un peu d'un coup. J'avais pas entendu ce truc-là avant. Et puis d'un coup, c'est machin crée son nouvelle IP. J'ai essayé de comprendre un peu ce que c'était. Et puis ça, puis voilà quoi. Et ouais, donc ben, pour. on avait beaucoup eu ça chez Netflix où il y avait tout un moment de la stratégie de Netflix où c'était IP-based. Donc, il Ouais, fallait surtout se concentrer sur l'acquisition de nouveaux IP. Puis bon, après, ça part sur autre chose. Enfin, les stratégies ouais, Netflix, de toute façon, tous les 6 mois, hein, ça change. Donc, mais c'est ok. à ce moment-là que j'ai été vraiment bien dedans, quoi. C'est quand je bossais à Tokyo. Mais je crois qu'il y a une différence aussi Netflix comment dire, global et Netflix Japon et Netflix animation qui est encore un sous-truc. Je ne sais pas s'il y a une stratégie complète en fait pour toutes les choses ou pour toutes les choses ou si c'est un peu par bloc. Euh, c'est une stratégie relativement centralisée quand même. En fait, Ouais. les headquarters, donc en français, c'est le quartier Quartier général, voilà. général. Ouais. Donc la maison mère, voilà. C'est Los Gatos, donc je sais plus si c'est en Californie, Los Gatos, mais c'est dans le sud de l'Amérique, quoi. Et après, il y a des Netflix un petit peu partout dans le monde, mais en gros, la stratégie, c'est Los Gatos, Los Angeles, quoi, la stratégie globale. Et après, il y a une certaine partie de la responsabilité stratégique qui est déléguée à certains Netflix, Mhm. sachant que c'est réparti par région. Donc, il y a Latin America, Asie-Pacifique, US, Canada, etc. Ouais. Et donc, il y a une maison mère, entre guillemets, de la région qui est implantée dans chacune de ces régions du monde. Et ensuite, il y a encore d'autres Netflix qui sont dans différents pays de ces régions, qui eux aussi ont un certain nombre de responsabilités par rapport au contenu, notamment produit localement. Et là où il y a une difficulté, c'est la balance entre qu'est-ce qu'on produit local pour une diffusion locale majoritairement et qu'est-ce qu'on destine à l'international. Et c'est là où la stratégie est un petit peu complexe parce qu'il faut réussir à mettre dans la balance les opinions des gens qui connaissent très bien les marchés locaux et puis les opinions des gens qui sont basés à LA ou à Los Gatos et qui font la stratégie worldwide. Ouais. Là, c'est un peu plus. Ils ont plus de données en main, mais ils connaissent moins les marchés locaux. Donc, c'est un petit peu un équilibre à trouver avec ça. Et Netflix Animation, c'est en fait une boîte différenciée qui dépend de Netflix, on va dire streaming. Donc, moi, j'ai bossé pas pour Netflix Animation, j'ai bossé pour Netflix Streaming. D'accord. Et Netflix Animation, c'est majoritairement, en tout cas à ma connaissance, depuis que je suis partie. En fait, il y a quelques années, ils ont monté un espèce de département de développement pour des projets d'anime à Los Angeles où ils ont embauché des artistes et c'était censé être un peu une équipe relativement restreinte par rapport aux projets américains en général. Et en fait, en un an, c'est devenu un endroit où il y avait 1000 artistes Ouais. qui faisaient du développement. Donc ça a grossi très très vite. Et ça s'appelle Netflix Animation qu'ils ont différencié de Netflix Streaming. Je pense principalement pour des raisons je ne connais pas exactement les lois américaines, mais en gros, les syndicats, par exemple, et les guildes sont spécifiques à l'animation et ne Mhm. sont pas les mêmes fonctionnements que pour les salariés de Netflix Streaming. Donc, ils ont dû différencier les deux boîtes, en fait. Ok. Et donc, Netflix Animation, c'est principalement ce studio-là, qui est un studio de développement et de board majoritairement à LA,
Ils font très peu d'animes parce qu'ils font sous-traiter en fait après la fabrication et la prod à des studios. Et nous, on avait monté, c'est le projet sur lequel je travaillais, qui s'appelle le Netflix Anime Creators Base, qui est une espèce de petit studio de développement de projets dans Netflix Tokyo. Sauf que ce projet était fait de toute manière pour être attaché à Netflix Streaming, Ouais. du coup, dans les locaux de Netflix Tokyo. Donc, c'est, à ma connaissance, encore le cas. Il y a un studio de développement et avec des artistes et tout qui bossent là-bas. Mais on va dire que si ce type de structure grossissait beaucoup, ce serait probablement rattaché à Netflix Animation. Ok. Donc il y a plein Mais pour, de sous-groupes et de sous-studios, et ensuite c'est délégué à d'autres studios complètement externes. Donc les productions en fait, Netflix, ce en fait, qu'ils il y a font, plusieurs choses dessus, quoi. les artistes qui bossent directement pour Netflix font surtout du développement mais c'est pas spécifique à Netflix dans le sens Ouais. où il y a beaucoup de grosses boîtes américaines qui internalisent le développement de projets aux US et Mhm. qui ensuite vont externaliser, prendre des freelances, prendre des studios aux US ou ailleurs pour fabriquer en fait. Ouais. Donc Bah, il suffit de Netflix, voir c'est pas... les crédits à la fin. Souvent, on voit studio machin truc à tel endroit. Enfin, on voit des fois Ouais, tout à fait. 5 studios d'effets spéciaux pour un film, des trucs comme ça. Ça Ouais, peut arriver assez tout à vite, quoi. fait. Donc, les shows Netflix peuvent être fabriqués en Europe, peuvent être fabriqués au Canada ou en Asie, mais très souvent, le développement ou une grande partie du développement est faite aux US. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a, je crois que c'est Usagi Yojimbo là, qui est sorti il y a pas Mhm. longtemps sur Netflix. Il me semble que le développement a été fait en très grande partie par Gaumont Animation. Ok. Euh, donc je pense qu'ils ont animé la série, ils ont dû faire la plupart de la prod, mais en tout cas, ils ont fait le développement, ça c'est sûr. Donc c'est pas le cas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de studios américains qui veulent faire le board et le développement visuel en interne. Ok. Et pour parler un petit peu de comment tu es arrivé dans la partie Netflix au Japon, j'ai vu qu'il y avait il y a une vidéo sur, je crois que c'est le YouTube des Gobelins, où tu expliques un petit peu, voilà, tu Ouais. vas y aller et tout, donc c'était avant que tu y ailles. Et ça, alors comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il y avait une sorte de sélection de on cherche quelqu'un qui va venir et tout? Comment c'était? Ouais, tout à fait. Alors en fait, je suis partie dans le cadre un espèce de programme qui s'appelle le Postgraduate Fellowship. Et ça, c'était un contrat entre Netflix Tokyo et Gobelin Paris, où ils ont développé un partenariat sur 5 ans, en fait. Et Ok. le deal, c'était de prendre un diplômé des Gobelins par an pendant 5 ans. Et moi, j'étais la première à avoir été sélectionnée pour ce truc-là, en fait. Donc, ça s'adressait spécifiquement à la classe qui allait avoir son diplôme en 2019. Mhm. Et puis après, il fallait postuler, fallait faire son portfolio, etc. Et puis, il fallait avoir un intérêt à aller travailler au Japon. Donc, Oui. c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Mais oui, il y a eu un processus de sélection qui était interne aux Gobelins, du coup. Enfin, qui était sur la sélection de gens des Gobelins. Après, c'est Netflix qui a sélectionné. Et il y a eu, comme pour n'importe quel job, il y a eu en gros l'envoi du portfolio et de la démo-reel. Et puis après, sur cette première présélection, il y avait un entretien oral qui se Ouais. faisait à distance, du coup, parce que c'était avec l'équipe de Tokyo. Et après cet entretien, j'ai eu la confirmation par mail. Et après, ça a été le long processus des visas Ouais, ça toujours, hein. et d'organiser sa vie en fonction de ça. Et c'était assez drôle parce qu'à la base, Netflix voulait que je sois chez eux. Je crois que c'était le 1er juillet ou genre fin juin, un truc comme ça. Et la remise des diplômes était le 27 juin. Ouais. Donc, je leur ai dit, les gars, 3 jours pour quitter le pays, ça va être compliqué. Donc, peut-être qu'on peut faire genre, je sais pas, septembre. Et en gros, on a coupé la poire en deux et j'ai dû arriver là-bas le 1er août, si mes souvenirs Ouais. sont bons, ou la première semaine d'août, quelque chose comme ça. Donc, j'ai passé mon diplôme le 27, le 29, je me suis mariée parce que il fallait que, si on voulait partir avec mon copain de l'époque ensemble, il fallait, pour les visas, il fallait qu'on soit mariés. Et ils ont C'était aidé un peu pour enfin, l'aventure. comment ça marche? Parce que je sais que quand tu es employé au Japon, tu as un petit peu le studio qui t'aide à venir aussi finalement en termes de visa et de trucs comme ça. Donc il y a eu des choses Ouais, là-dessus? ouais, c'était assez bien organisé et j'étais
plutôt bien soutenue, en fait, de tous côtés. Enfin, ils ont pris en charge un appartement pendant le premier mois Ok. pour que je puisse arriver et me trouver l'appartement dans lequel j'allais vivre après. Ils ont pris en charge, alors pour le visa de mon mari, je crois pas qu'ils aient pris. Non, en fait, c'était gratuit pour moi, mais c'était très cher, c'était payant pour le conjoint. Donc ça, Ah, je crois d'accord. que je l'ai fait moi-même. Mais les démarches pour mon visa, c'est eux qui les ont fait via un autre cabinet d'avocats. Enfin, ils externalisent beaucoup de choses, donc ils prenaient en charge. Bah, après, il y a les Netflix Benefits en fait qui sont dépendants du contrat. Et donc, j'avais un contrat qui était un contrat de travail d'un an, comme un CDD, quoi. Ouais. Et du coup, j'avais tous les avantages des employés de Netflix. Donc, c'était de base, c'était déjà très avantageux, mais en plus, il y a eu le mois de prise en charge pour l'appartement, les billets d'avion aussi. Ouais. Ils payaient un aller-retour. Donc, Ok. ça, c'était cool aussi. Donc, ouais, j'étais vraiment bien soutenue, bien aidée. C'était vraiment très cool. Et ça, c'était la première fois que tu allais au Japon pour. Enfin, c'était la première fois que tu allais au Japon plus la première fois que tu travaillais pour eux ou tu avais déjà été en vacances avant, des trucs comme ça? Alors, j'étais pas allée en vacances parce que ça coûte trop cher. Ouais. Mais j'étais déjà allée faire un stage D'accord. au Japon l'année d'avant, entre ma troisième et ma quatrième année au Gobelin, grâce à Inès Scheiber, que je salue si jamais elle voit cette vidéo. Coucou Inès. Qui avait fait un stage à Satellite à Ouais. l'époque et qui m'avait dit mais en fait, si tu adores le Japon et les animés, tu pourrais aller faire un stage là-bas et tout. Et j'ai juste réalisé quand elle m'en a parlé que en fait, c'était possible parce que je m'étais juste jamais posé la question avant. Ouais. Et même étant fan d'animé depuis très longtemps, je m'étais jamais dit que je pourrais aller bosser au Japon. Enfin, pour moi, c'était complètement. Il faut toujours un déclic qui arrive à un moment donné. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai réalisé ça et je me suis dit, ben ok, trop bien, donc bossons pour ça. Et comme à l'époque, j'avais fait que des stages en animation 2D et que l'école des Gobelins durait quand même déjà à l'époque 4 ans et que c'est long, je m'étais dit, ben je vais essayer de bosser une compétence sur laquelle je suis pas du tout à l'aise. Et comme ça me fera une expérience dans un autre domaine et je pourrais tester plus de trucs parce que pour l'instant, je sais que l'anime 2D, ça me plaît beaucoup, mais après tout, j'ai jamais rien essayé d'autre, quoi. Donc, Ouais. faut peut-être profiter d'une expérience pour faire ça. Et comme le Japon, pour moi, c'était vraiment les prods de qualité, le dessin réaliste, les perses très justes et tout, et que j'étais mauvaise en perse et en décor, je me suis dit, ben, je vais passer ma troisième année à me faire un book décor et perspective et layout. Donc, j'ai bossé ça pendant la troisième année et j'ai eu un stage chez Yapiko Animation à l'époque. Mhm. Donc, c'était Yann Legal qui était mon maître de stage. Et là-bas, j'ai bossé sur un trailer de projet pour Crunchyroll, je crois. Et je crois que c'est toujours pas sorti, en fait, ce truc. J'ai fait des décors traits, j'ai fait du layout décor sur une pub de League of Legends commandée par Sun Creature sur lequel Yapiko faisait de la copro. Donc j'ai fait du layout décor dessus. Et après, j'ai fait du layout anime chez Yapiko en tant que freelance parce qu'en fait, ils étaient en déj d'animateur et du coup, je suis Ouais. restée les week-ends pour faire du taf de freelance pour le même studio que là où j'étais en stage. C'était marrant. Donc, tu as déjà travaillé pendant que tu étais à l'école, finalement. Ça, c'est cool. J'ai fait un petit peu de freelance en fait pendant que j'étais au Gobelin. Je donnais aussi des cours euh, particuliers pour les gens qui voulaient rentrer dans des écoles d'anime parce que en fait, j'avais pas fait de prépa pour rentrer au Gobelin parce que ça coûtait trop cher. Mhm. Et donc, je m'étais fait un peu ma propre prépa. Donc, j'avais trouvé des cours du soir à droite à gauche les moins chers possibles et je m'étais formée moi-même. Et du coup, je mettais un petit peu cette expérience-là à profit pour prendre une ou deux personnes maximum par an. Donc, je donnais des cours et je faisais rentrer un petit peu de sous comme ça. Et puis, je faisais un petit peu de freelance aussi. Et j'avais fait en fait un peu de freelance pour Yapiko déjà. Ouais. Donc, mais en anime. Donc, du coup, ils m'ont pris en stage en décor. Je suis restée quasi 2 mois, je crois, au Japon et c'était trop bien. C'était vraiment le rêve. Enfin, j'adorais. Je trouvais que Tokyo, c'était absolument génial. J'ai fait tous les trucs que les gros otaku font.
Je suis Ouais. allée dans toutes les boutiques, toutes les librairies, tous les trucs de touristes geeks, voilà. Donc j'ai vécu ma meilleure vie pendant 2 mois. Et après, il me restait la dernière année des Gobelins. Et donc c'est là où il y a ce truc qui a popé de Netflix Tokyo, auquel je croyais pas parce que je trouvais ça trop beau pour être vrai, en fait, au début. Puis j'ai postulé quand même. Et en fait, je me souviens que je, en fait, j'y croyais vraiment pas à ce truc parce que je pensais que l'offre était mensongère, dans Ah le ouais. sens où ils promettaient beaucoup de trucs qui sont... En fait, au Japon, tu as un système de hiérarchie qui fait qu'il y a certains postes, tu peux pas arriver au Japon et dire ouais, je vais faire du chara design Hmm. ou de la direction artistique ou je sais pas quoi, Tu ça se passe pas commences comme au ça. premier truc et tu montes les échelons, ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, ils disaient des trucs très alléchants sur leur offre, mais moi, j'y croyais pas du tout, ayant vu un petit peu comment ça se passait au Japon. Et puis, il fallait envoyer un portfolio. Et, euh, et en fait, j'avais pas du tout le temps de bosser mon portfolio parce qu'on faisait le film de fin d'études. Hmm. Et puis, juste avant que j'envoie mon book à Netflix, je vois Thomas Romain, donc, qui dirige le studio de No Border, et qui vient de Satellite aussi, qui vient aussi des Gobelins il y a longtemps d'ailleurs, et que j'avais rencontré pendant mon stage au Japon, et que je revoyais de temps en temps par visio. Et donc, enfin, j'envoie un mail à Thomas, je sais pas, pour Netflix justement. Je lui dis, ah, on a eu cette offre-là pour Netflix, pour Ouais. venir à Tokyo et tout. Je trouve ça bizarre, je trouve ça trop beau pour être vrai, qu'est-ce que t'en penses? Et en gros, Thomas me répond, alors je sais plus ce qu'il me dit sur Netflix, mais en gros, il me dit, bah écoute, on peut se faire une visio, à tel jour, il y avait un événement qui s'appelait la Full Tsuji Connection à l'époque, Mhm. qui permettait aux Français de l'animation à Tokyo de se retrouver et de discuter. Ça, c'est vraiment un tout Donc petit il me groupe, dit, les Français de ouais, l'animation à Tokyo. J'ai l'impression que tout le monde se connaît directement. J'en ai déjà vu un petit peu quand je bossais à CG Paint. On avait été justement à Yapiko et tout faire quelques trucs. Mais ça, enfin, j'ai l'impression qu'en gros, tu as un ou deux contacts clés. Et ensuite, tu vas connaître un petit peu tout le monde là-bas et mm, on peut t'aider si vraiment tu es compétent et que tu as envie d'y aller, etc. On peut te donner un peu ouais. des coups de main quoi, pour essayer d'y aller. Mm. Et c'était vraiment un groupe super sympa. Et du coup, j'avais rencontré plein de gens très cool grâce à mon stage à Tokyo et grâce Ouais. à Full Tsuji. Du coup, Thomas me dit, bah, il y a une Full Tsuji connexion la semaine prochaine, on se fait une visio. Et puis, il me demande de lui envoyer mon book. Mm. Et là, je flippe parce que je me dis, mais c'est Thomas Romain, je peux pas lui envoyer un book tout pourri, Ouais. il faut que je fasse un truc bien. Et en fait, j'ai fait mon book parce que j'avais peur de montrer quelque chose de naze à Thomas. Et du coup, j'ai envoyé, grâce à Thomas, j'ai envoyé un book plus qualitatif à Ouais. Netflix Tu as eu parce la que j'ai pression refait une mon book. semaine pour faire un truc. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'ai envoyé à Netflix et c'est ça qui m'a valu la sélection Ok. du fellowship. Et, euh, et oui, après, je suis partie à la fin de 2019, juste après le diplôme, du coup, pour ce truc qui durait 1 an, pour ce contrat d'1 an avec Netflix. Parce que vu les tarifs, en fait, des animateurs et des gens qui débutent dans le métier sur Tokyo, moi, j'avais dit à l'époque, donc je bossais avec Yann Legal et Eddie Meong à Yapiko, et ils m'avaient dit tous les deux, bah, si tu veux revenir quand tu as ton diplôme, ce serait cool et tout. Et je leur avais Ouais. dit, ouais, mais moi, j'ai mon prêt des Gobelins à rembourser. Ouais. J'ai pas l'argent de venir à Tokyo pour être payé des clopinettes, quoi. Je peux pas. Mm. Donc, quand je serai peut-être un peu plus senior et tout, peut-être que là, je pourrais revenir, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et en fait, il y a ce truc qui se pointe de Netflix qui propose un bon salaire pour venir bosser à Tokyo, quoi. Donc, trop bien. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Sinon, je pense que j'aurais pas pu Ouais, ça se serait revenir au vu là un Japon, peu plus tard, certainement. Ouais. Et par voire beaucoup rapport plus tard, justement ouais. au côté ben, aller au Japon et tout, est-ce que tu savais déjà parler japonais à ce moment-là? Est-ce que tu sais parler japonais? Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression que c'est un gros plus de savoir parler. Donc si justement tu ne sais pas, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, alors, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent aller bosser au Japon, apprenez le japonais, les gars. Ouais. C'est vraiment super important. Il y a quasiment personne dans les studios qui parle anglais, hein. C'est pas du tout cosmopolite. Il y a très peu d'étrangers au Japon de toute façon. C'est Hmm. pas une culture qui est très ouverte sur l'étranger, pas du tout. Ouais. Euh, Moi, j'ai eu la chance de partir avec Netflix. La première fois pour mon stage, j'étais à Yapiko, tout le monde parlait français ou anglais. Donc,
la question ne se posait pas, c'était très confortable. Et à Netflix, la langue officielle, c'est l'anglais. Et même si quasiment tout le monde est japonais, les gens sont obligés de parler anglais, en fait. Donc, Ok. parfois, entre eux, ils parlent japonais, évidemment, mais il y a une espèce de... Il y a une inclusion obligatoire, en fait, par le fait qu'il y ait même deux, trois étrangers de temps en temps, mais tout le monde parle anglais de toute façon. Donc ça, c'était cool. Après, moi, j'avais essayé d'apprendre un peu par moi-même. Donc, je connaissais les bases des hiragana, katakana et quelques kanji, mais j'avais essayé d'apprendre avec des bouquins, en fait, Hmm. majoritairement. Et vraiment, c'était trop dur. Donc, j'avais Ouais. quelques bases, mais j'avais décidé de prendre des cours de toute façon. Donc, j'ai pris des cours dès que je suis arrivée à Tokyo avec, du coup, mon contrat avec Netflix. Et au bout de 6 mois, Netflix a décidé de me payer les cours. Donc au Ok. début, c'était moi qui les finançais et après, c'est eux qui m'ont, via une plateforme, en fait, ils ont monté un partenariat parce que c'est un cas qui se voit dans pas mal de pays, vu qu'ils font venir des étrangers d'un peu partout, dans plein de Ouais. pays. Donc ils ont fait un partenariat avec une plateforme de e-learning et du coup, je suis passée par là et j'ai eu des cours particuliers qui étaient trop bien avec une super prof que j'ai toujours en contact d'ailleurs. Euh, j'ai un niveau vraiment débutant. Je suis capable de me débrouiller dans la vie de tous les jours et si je pouvais continuer à pratiquer, ce serait bien. Hmm. Mais je suis incapable de travailler en japonais parce que, enfin, je sais pas si tu connais un peu cette langue, mais tu sais, tu as des niveaux différents de De politesse en très fait. loin, ouais. En fait, je En connais fait, tu de loin parce t'adresses qu'il y pas. a justement mon associé Lise sur Calipeg qui, elle, parle japonais, a travaillé là-bas, travaille Ah avec oui, Ponok actuellement. Donc, ouais, j'ai essayé aussi d'apprendre un petit peu il y a peut-être 2 ans. Donc, j'avais vu aussi pareil les caractères et tout. Et après, j'ai arrêté parce que voilà, j'avais pas besoin de le pratiquer. C'est peut-être aussi ça. ouais. J'étais pas forcé de le faire. Donc, finalement, j'ai un peu laissé le truc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose où j'aurais un peu de mal, moi, le côté comment on dit ça, diplomate, très poli et Ouais. tout. Je suis peut-être un peu trop, ben, juste, je dis mon truc dans des mails ou des trucs comme ça, tu vois. Donc je me dis, avec les Japonais, il faut absolument pas que je débarque juste brut, quoi. Donc il y a des trucs assez Ouais. particuliers. Bah après, ils sont compréhensifs quand ils savent bien que tu es étranger et Ouais, du coup, ouais, ils se disent, bon, bah voilà, la personne elle fait ce qu'elle peut. Et le fait de montrer déjà que tu fais un effort en disant, ben j'apprends, au moins je place les formules de politesse de base, tu vois, ouais, c'est toujours ça, c'est c'est toujours ça ça, de ouais. prix. Donc, ils t'en veulent pas si tu fais la base et que tu peux pas parler directement avec eux en japonais. Mais je sais que moi, ça me faisait peur. Enfin, j'avais une très haute estime de la culture japonaise et du respect des gens entre eux dans cette culture-là. Et du coup, j'avais très, très peur de faire un impair, donc je préférais pas Ouais, c'est ça. parler, ce qui est en Mm. fait un peu le cas des Japonais vis-à-vis de l'anglais. J'ai l'impression qu'ils ont tous un peu des rudiments d'anglais et qu'au final, ils osent pas trop parler parce qu'ils ont peur de faire une bêtise. Et moi, j'étais Mm. vraiment comme ça avec le japonais. Ouais. Donc, j'essayais de pratiquer, mais c'est vrai que t'as pas forcément non plus envie de faire toutes tes bourdes de quand n'importe qui apprend n'importe quelle langue, et c'est normal d'en faire, mais de faire ça avec tes collègues à Netflix, Ouais, c'est ça. Dans le milieu pro, c'est un peu plus tendu. c'est un Enfin, peu tendu. chaud. Disons qu'il y a un peu plus d'enjeux que tu t'entraînes dans les rues en tant que Bah touriste, quoi. ouais, ouais. Et du coup, oui, parce qu'il y a donc différents niveaux de politesse, ce qui fait que quand tu es dans un meeting de business, en fait, tu es censé utiliser le niveau de politesse le plus élevé, surtout quand tu es un job, comme on dit, entry level, enfin un junior en Ouais. fait, un début de carrière, et que tu t'adresses à des gens qui sont middle ou seniors, t'es pas censé t'adresser à eux de la même manière que si tu étais senior aussi, par Mm. exemple. Donc, moi, je préférais juste prendre des notes et écouter. Mais après, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais la seule étrangère dans des meetings qui étaient que en japonais. Ouais. Et je faisais vraiment des efforts pour essayer de comprendre. Mais en gros, j'étais vraiment, tu sais, comme un enfant devant un livre d'images. Genre, quand ils te montrent Ouais. des designs, t'es là, oh, c'est joli, oh, ce goy, ce goy. Et puis après, quand les mecs ils commencent à parler, Ouais. ouais, super, j'y comprends rien, mais je prends des notes quand même. Donc, c'était un peu compliqué. Mais l'avantage, c'est que le fait d'avoir cette expérience-là, en fait, comme je suis restée après et qu'ils m'ont refait un contrat par la suite, j'ai participé au recrutement des gens qui sont venus après moi, dont le fellowship.
Gobelin qui a fait Ouais. l'année après la mienne, en fait. Et du coup, ça m'a permis de monter un petit peu au créneau en interne en me disant, on a de plus en plus d'étrangers, peut-être qu'on pourrait ne pas leur imposer ce qu'on m'a imposé à moi et prendre un interprète. Et du Ouais. coup, on a eu un interprète la deuxième année Ok, trop qui bien. étaient des interprètes freelance en fait. Et donc, qu'on payait à la mission pour venir faire. Donc, c'était vachement pratique d'être sur Zoom ou sur Google Meet et tout, parce qu'on avait des salles de discussion où certains pouvaient avoir la traduction dans leur oreillette et pas d'autres. Ouais. Enfin, au final, après, c'était hyper bien organisé. Mais moi, j'avais à Netflix, il y avait 90% des meetings, c'était de l'anglais et 10%, c'était moi qui décidais de venir à un meeting, même si je savais qu'il n'y avait pas de traduction parce que je voulais faire l'effort. Et après, dans les studios, on me mettait avec l'unique étranger du studio, parce qu'en Ouais. général, il n'y en a pas des masses. Et donc, j'étais à côté de la personne qui n'était pas japonaise et qui, du coup, traduisait pour moi. Donc, ça faisait des situations assez rigolotes où, à David Production, par exemple, il y avait des meetings avec le réal, du coup, japonais, et moi qui étais française. Donc, lui, il parlait en japonais et faisait ses feedbacks en japonais, et c'était traduit par un mec très bien qui est devenu un très bon pote depuis, qui est un animateur colombien. Donc, Ouais. lui, sa langue, c'est l'espagnol de base, et qui traduisait en anglais pour moi du japonais, alors que lui n'est pas bilingue japonais non plus. Tu Ouais. vois. Il Donc, était juste au c'était niveau un peu au-dessus, assez quoi. cocasse. Il y Mais avait une leçon de c'était plus, et vraiment puis fun. voilà. Et au final, ça s'est bien passé. Donc, puis après, il y a eu le Covid aussi. Ouais. Donc après, j'ai beaucoup bossé à distance et en fait, c'était les producteurs de chez Netflix qui s'occupaient du projet sur lequel je bossais avec les studios, qui venaient dans le meeting pour traduire pour moi. Donc c'était pas des interprètes professionnels, mais ils faisaient l'effort et voilà, tout le monde savait que Mhm. c'était une situation un peu particulière. Donc oui, parce que j'ai pas dit, mais en fait, je bosse à 50% du temps chez Netflix et 50% on m'envoyait dans des studios pour faire des missions diverses et variées en fait. Ah, d'accord. Donc, il y avait deux choses en même temps. Ok. Ouais. Et en fait, je faisais du développement visuel pour les producteurs qui étaient en créative production, du coup, à Netflix Tokyo. Donc, Mhm. eux pitchaient des trucs, ils voulaient développer certains projets. Et du coup, ils venaient vers moi en disant, bah, j'ai cette BD que je voudrais adapter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me donner des pistes de direction artistique là-dessus? Donc, je faisais ça à la moitié du temps. Et l'autre moitié, Netflix m'envoyait dans des studios. Donc, j'ai fait du design sur Spriggan qui devrait sortir cette année, j'espère, que j'ai très envie de le voir, sur Netflix. Donc ça, c'était à David Productions. Mhm. J'ai fait du design un peu de tout. J'ai fait du Cara, du véhicule, du PG et du props. J'ai fait de Ouais. l'animation à Mappa. J'ai fait du décor couleur à Production IG. Et après, j'ai fait du développement visuel, donc un peu de color script, un peu de concept, un petit peu de tout, à Sublimation, à Studio 8 et à Studio Cara. Et j'ai bossé un petit peu à No Border aussi en décor et props sur un jeu vidéo qui développait à l'époque. Je crois qu'il est toujours en développement. Ouais, de toute façon, les choses prennent vraiment beaucoup de temps, que soit être développé, soit finalement à trouver des financements et tout. Donc souvent, j'imagine que c'est pareil pour toi, t'entends parler d'un projet et puis après, 6 ans après, tu te dis, ah ben, en fait, il va sortir pour de vrai. C'est C'est ça. un peu comme ça, Bah, il y a quoi. plein de trucs que j'ai fait à Netflix, j'ai aucune idée. Je pense qu'il y en a peut-être 50% des trucs sur lesquels j'ai bossé, voire plus, que je ne partagerai jamais parce que je n'ai pas le droit et que de toute façon, ça sortira jamais. Ouais. Bah, surtout en Donc, développement, quoi. mais c'est le Quand jeu t'es au du tout dev, début de la hein. création, Mm, si t'es en animation ou en compositing ou je sais pas quoi, t'arrives à un bout de la chaîne où normalement le truc va arriver. Mais quand t'es vraiment sur les idées ouais. de début, souvent ça se fait pas, quoi. Bah, il y a Be the Beginning, la saison 2 sur laquelle j'étais en décor couleur à Production IG, qui est sortie. Mhm. Et il y a Spriggan qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait sortir normalement. Euh, et puis, à Mappa, j'ai fait aussi de l'anime sur Grand Blue Fantasy saison 2 qui pour le coup n'est pas du tout un projet de Netflix. Ouais. Mais ça, c'est sorti, mais je pense que ça doit être sorti qu'au Japon parce que je pense pas que ce soit une licence qui est très en vogue à l'extérieur du Japon. Je pense pas. Ok, ouais, moi je connais pas, Mais mais en tout cas, ouais. ces trois trucs-là, enfin, deux trucs sont sortis et un truc devrait sortir très bientôt. C'est Ouais. déjà ça de prix. Ouais. Il y a un truc que je me demandais justement, c'est le côté passé d'un travail à un autre, vraiment dans des domaines différents, le décor, je crois que tu as fait un peu de layout aussi, tu disais, l'animation.
est-ce que tu as un peu soit des conseils, soit des retours par rapport à ça? Comment est-ce que tu as pu faire ce genre de choses? Le travail de différents portfolios? Est-ce que des fois c'est rédhibitoire d'avoir fait un autre domaine avant? Enfin, des choses comme ça. Alors, bon, moi, la vision que j'ai de ça est, on va dire, très spécifique à mon expérience parce que déjà, Hmm. ce premier contrat avec Netflix qui m'a permis de mettre le pied dans l'étrier à Netflix est très spécifique. Et en plus, maintenant, je fais de la prod. Donc, le problème est double. Ouais. C'est-à-dire, déjà, les artistes qui passent en prod, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je te dis ça. Si ça se trouve, il y en a plein. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça. Ok. Et puis des artistes qui ont des portfolios qui sont foisonnants de plein de domaines différents, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est la narration. Et donc, ce qui m'attire dans le dessin, c'est de pouvoir raconter. En fait, c'est comme un langage universel, en fait, Ouais. le dessin. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'aller au Japon, où il y a beaucoup de prods qui sont très détaillés dans le dessin, qui sont très presque académiques, enfin, beaucoup sur la perte, sur l'anatomie et tout, qui sont des sujets en dessin qui m'intéressent parce que ça permet de parler au plus grand nombre. Euh, Parce que, de mon point de vue, quand on a atteint un niveau technique très élevé, bah après, on peut se diversifier en fait dans plein de styles différents. Ouais, Tout on est peut ouvert, quoi. déformer une fois qu'on a la chose réelle en main, quoi. Ouais, et du coup, pour moi, les domaines de compétences, c'est la même chose. Quelqu'un qui arrive à faire passer une idée par le dessin, je vois pas pourquoi il passerait toute sa vie à faire que du layout ou que du board ou que du design. Tout ça, c'est la même chose. C'est à quel point on est efficace pour transmettre l'idée d'un réal ou d'un script par le biais du dessin. Donc pour moi, c'est la même chose en fait. Ouais. Sauf que notre industrie et le monde en général fonctionnent en mettant les gens et les compétences dans des cases. Et ça, de mon point de vue, c'est un problème, mais le monde ne tourne pas selon ma conception des choses, donc il faut bien s'y plier. Après, ça dépend de à quel point on arrive ou à quel point on veut s'y plier. Moi, j'ai fait plein de trucs parce que plein de trucs m'intéressaient et parce que, comme j'estime que ce sont les mêmes compétences, en fait, quand je suis arrivée à Netflix, j'aurais pu leur dire, et c'est le cas de certains profils, et c'est bien normal, leur dire, bah, moi, je veux faire que du design, ou je veux faire que du board, enfin, du board, non, parce qu'au Japon, c'est quand même en général les réels qui font du board, donc si on Ouais. arrive en disant, moi, je veux faire que du board, ça peut être quand même mal vu. Mais on peut dire, bah, je suis spécialiste en décor ou en perso, ou peu importe, mais moi, je suis arrivée en me disant, ben, vous voulez faire un lien entre ce programme de fellowship et les studios et les écoles et tout, bah, vous m'envoyez dans des studios. Et puis, de toute façon, c'est pas les studios qui passaient une campagne de recrutement en disant on a besoin d'animateurs, c'est Netflix qui Mhm. disait on vous met cette personne dans les pattes. Ouais. Donc, Donc ensuite, ils c'est te mettent déjà là où il y a suffisamment. besoin, quoi. Bah, c'est ça. Donc, j'allais pas leur dire, en plus, moi, je veux faire que de l'animation ou que, tu Ouais. vois, ça aurait été un peu présomptueux de ma part. Donc, moi, je me suis dit, ben, moi, j'aime juste dessiner, en fait, et raconter des trucs. Donc, je vais dans le studio et je fais ce qu'on me dit de faire et ce qu'on me donne à faire là où ça arrange le studio, en Ouais. fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait plein de trucs complètement différents. Ce qui n'aurait pas forcément été l'état d'esprit de n'importe quel artiste, je pense. Parce que moi, je voulais vraiment essayer d'être là pour aider et surtout, surtout, pas être une gêne, en fait. Parce que Mhm. vu que c'était un peu de la diplomatie au final, mon contrat, tu vois, entre Netflix et ses partenaires. Donc, j'essayais de rendre la meilleure image possible. Ouais. Euh, Mais ça veut dire que tu devais mais avoir une compétence dans chaque domaine. Et ça, j'imagine que tu l'as développé à la fois à l'école et avec, comme tu disais, en perso, quand tu t'es dit, je veux faire du décor, donc tu fais plusieurs mois où tu te ouais, focalises là-dessus et tout comme ça. ben, si j'avais pas fait mon stage en décor et en layout à Yapico, j'aurais été incapable de faire ça, en fait. Mhm. Donc, ça venait vraiment d'une volonté de ma part de dire non, je choisis de ne pas choisir, en fait. Oui. Je veux vraiment essayer de toucher à tout au maximum possible parce que il y a aussi le fait que moi, ce qui m'intéressait à terme, c'était la réal à l'époque. Et j'estimais que pour être un bon réal, il fallait essayer d'être passé par un maximum de départements différents Ouais. Il pour faut bien comprendre les étapes, comprendre en quoi. fait, ouais, pour comprendre ce que les artistes, comment les artistes bossent et quels sont leurs besoins quand le jour où tu es amené à diriger une équipe d'artistes. Donc ça m'intéressait aussi pour cette raison-là, de voir un petit peu comment chaque département fonctionnait. Euh, mais après, a posteriori, je regrette pas du tout ce choix-là. Et si c'était à refaire, je le referais.
Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est beaucoup plus compliqué de se vendre. Aujourd'hui, ma situation est différente parce que je fais de la prod. Mais si mon but, c'était de retrouver des contrats d'artistes, il aurait fallu, je pense, que je refasse des portfolios spécialisés Oui, et probablement que je rebosse de mon côté parce que, mettons qu'en sortant de mon contrat à Netflix, je veuille redevenir animatrice 2D. Bon, ben ouais, c'est super que j'ai fait du décor couleur à Production IG, mais en fait, les gens qui vont avoir besoin de me recruter en tant qu'animateur 2D, ils s'en foutent, c'est pas leur ouais, problème. Donc en fait, j'aurais pas enrichi tant que ça ma bande démo, donc ça m'obligerait à refaire des choses par moi-même et à envisager ma bande démo, mon portfolio différemment. Donc c'est pas évident après, parce que cette histoire de case est parfaitement compréhensible, c'est-à-dire que quand on est dans la position du recruteur, bah, on pose des offres d'emploi par rapport à un besoin dont le studio fait part au recruteur en fait. ouais, Donc, c'est pas le job du recruteur d'aller passer 2 heures sur chaque profil à essayer de comprendre pourquoi la personne en est arrivée là et pourquoi elle est polyvalente et tout. Non, le problème, c'est que tu as une offre auquel il faut que tu répondes et donc il faut que tu trouves la personne qui matche le mieux avec cette offre. Donc, en fait, quand tu es dans la position de l'artiste, il vaut mieux ne pas dire que tu oui, sais faire énormément de choses et garder ça sous silence pour avoir un job qui est hyper spécialisé, parce que tous les jobs, à part en 3D, où de temps en temps, tu as des offres d'emploi qui sont graphistes 3D polyvalents, ça arrive. En 2D, en animation 2D, c'est quand même ouais. nettement plus rare. Ah, c'est un métier Et de du coup, il vaut spécialiste, mieux, quoi qu'il arrive. Mm. ouais, Ah, mais sur des petites prods, par exemple, si tu fais du ouais, court-métrage, tu peux être aussi amené à faire plein de trucs différents. Enfin, ça dépend de ce que tu vises aussi. Mais en gros, il vaut mieux se faire passer pour un spécialiste qui n'a fait mm. que ça. Ou en tout cas, envoyer des documents qui démontrent que tu es vraiment bon dans un domaine. Et une fois que tu es dans le studio, tu dis, en fait, je sais faire ça aussi, si jamais ça t'intéresse de Ouais. faire autre chose dans le studio. Mais en Bah, c'est fait, il justement faut ça que je me réussir demandais. à Mm. orienter C'est son profil, je c'est pense. c'est justement comment tu as. Enfin, parce que là, t'avais pas eu besoin de faire justement ces portfolios spécifiques. Toi, tu étais juste envoyé, il y a besoin de ça. Enfin, est-ce que pour l'instant, tu n'as pas eu Euh, besoin de faire vraiment, je vise le décor, je fais un portfolio décor, je vise l'animation, je fais un portfolio animation. Tu es arrivé très vite dans un domaine un peu spécial, enfin, un peu justement alors, général. bah, le fait de tester plein de trucs m'a aussi fait me rendre compte du fait qu'il y a des choses que je préfère à d'autres. Donc, Oui, si je devais retrouver aujourd'hui un boulot d'artiste spécialisé, je pense que je me dirigerais plus vers l'anime 2D parce que j'aime vraiment ça et que je suis totalement capable de faire du décor, mais autant je prendrais plaisir à faire du décor pour un projet personnel, autant faire le métier de mm. décoratrice trait ou couleur, je pense que c'est pas pour moi. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir ces compétences-là et ça peut m'amuser de le faire, mais pas sur des projets de commande en fait. Alors Pas que sur une l'anime, carrière. je sais que je Ouais. m'éclate du moment que c'est de l'anime 2D, ça m'amuse de faire peu importe ce que c'est quoi. Donc du coup, déjà le fait d'avoir fait plein de trucs fait que tu sais toi-même ce que tu es capable et ce que tu as envie de faire un petit peu mieux. Donc tu fais Ouais. pas non plus des portfolios pour tout et n'importe quoi. Mais au final, c'est ce que j'avais un peu fait pour le job à Netflix parce que ils cherchaient quand même des gens qui faisaient du développement visuel, ce qui n'était pas du tout mon truc. Ouais. Et donc moi, j'avais envoyé ma bande démo qui était en fait la bande démo que je comptais utiliser pour me trouver un job à la sortie de l'école. Donc en animation. Et puis j'avais refait un portfolio en plus qui là était avec des projets que moi j'avais développés avec des potes à côté de l'école ou qui étaient effectivement sur ce que j'avais fait à Yapico, enfin qui étaient plus variés et qui Ouais. permettait de démontrer un domaine de compétences plus vaste pour aussi faire du développement visuel, quoi. Ce qui n'était pas mon but à la base. Donc le développement visuel, juste encore une fois pour préciser, c'est quand on va chercher toutes les idées de à quoi vont ressembler les choses, on définit la direction artistique et tout. Donc Ouais, c'est pas les éléments qu'on va voir à l'écran, c'est les éléments de recherche qui vont ensuite servir de base au reste. tout à fait. Donc j'avais mis du design de personnage un petit peu, j'avais mis des recherches que j'avais fait pour des séquences d'animation au Gobelin. Et j'avais mis aussi, je crois, un color script pour un projet de très très court métrage qu'on avait fait avec un pote et qu'on n'a jamais eu le temps de terminer. Ouais. Ça arrive souvent. On l'a jamais animé, mais on a fait toute la pré-prod. Donc j'avais mis la pré-prod de ce truc-là. Et ouais, c'est surtout des recherches de design, des recherches de direction artistique, ce genre de choses.
Ouais. Donc, heureusement que j'avais fait un petit peu de trucs de mon côté, sinon j'aurais vraiment rien eu à mettre dans ce portfolio. Mais, euh, mais à la base, moi, j'avais surtout préparé une bande démo, en fait, que j'ai au Mm. final envoyé comme un bonus à mon portfolio parce qu'ils ne cherchaient pas de gens spécifiquement en anime. Ouais. Et pour parler du côté production, justement, comment est-ce que la transition s'est faite? Comment est-ce que tu as découvert aussi ce que c'était? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire faire de la production en animation? Parce que c'est un domaine qui, je pense, pas très connu sur qu'est-ce que ça fait exactement. Alors, déjà, il y a deux parties distinctes en production. Il y a ce qu'on appelle la gestion de production, ou la production exécutive, et la production déléguée. La production déléguée, c'est les gens qui sont vraiment à l'origine des projets, qui vont mettre en place, qui vont créer les projets, créer les équipes d'artistes qui vont mettre en place ces projets, qui vont aller chercher des auteurs, chercher des réals, etc., et qui vont faire en sorte que ce projet soit faisable, c'est-à-dire aller chercher l'argent pour que le projet soit faisable, en Ouais. gros. Et ensuite, superviser le projet jusqu'à la livraison. Donc ça, c'est celui qu'on appelle, c'est le producteur de tel film. En fait, c'est le producteur délégué en général. Ok. Après, il y a le côté gestion. Et ça, c'est plutôt la production exécutive. C'est littéralement le producteur qui exécute les tâches, en fait. Donc ça, c'est les gens qui vont gérer les équipes d'artistes dans les studios avec différents niveaux hiérarchiques. Donc, ça va de la personne qui va checker que les plans sont faits au mec qui va avoir toute la vision globale du projet, du budget et des plannings sur toutes les Ouais. lignes de production différentes, surtout en France et en Europe où on a tendance à faire beaucoup de coproduction. Donc, il y a souvent une partie qui est faite en France, une partie en Belgique, une partie en Espagne. Et donc, il faut que des gens gèrent tout ça, en fait. Donc, Ouais. ça, c'est la production exécutive. À Netflix, c'était aussi scindé, mais c'était un peu différent parce que comme c'est une très grosse boîte, en fait, nous, on était vraiment le fun de la prod, c'est-à-dire que c'était plutôt la production déléguée dans le sens où on était à l'origine des projets, on pitchait des projets, on les écrivait en partie, on les écrivait avec les auteurs et on travaillait ensemble à faire les feedbacks aux auteurs, etc., relire tous les scripts, même chose pour le développement visuel. Mais la partie financement venait du groupe Netflix, en fait. Ouais. Donc, en gros, les producteurs, les créatifs producteurs montaient les projets, ensuite discutaient avec les producteurs exécutifs de Netflix en disant, bon, ben voilà, nous, on envisage tel ou tel studio pour faire ce show, est-ce que vous êtes d'accord, combien vous pensez que ça coûterait, etc. Les, euh, les gens qui font de la gestion de prod faisaient les liens avec les studios sur le côté justement budget, planning, quand est-ce que vos lignes de prod sont disponibles, etc. Et quand ils montaient des budgets ensemble, ils revenaient vers les producteurs délégués en disant, bon, est-ce que ça convient? Et quand tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, on demande la green light pour avoir l'argent pour débloquer pour le show. Mais Ouais. c'est pas le producteur qui va aller prendre sa petite mallette et frapper à toutes les portes pour aller dire, est-ce que vous voulez bien me prêter 100 000 euros sur un projet de 10 millions? Mm. Parce que comme ça, lui, il va me prêter 200 000 et puis comme ça, j'irai chercher 1 million au CNC et puis comme ça se fait en France, Ouais. où là, c'est vraiment une espèce de puzzle géant où le producteur délégué qui est à l'origine du projet doit aller chercher le moindre centime pour faire son projet. C'est complètement différent. Puis surtout qu'on voit Et donc, dans le risque les... n'est pas le même non plus, Ouais, c'est ça, évidemment. parce que dans les productions françaises et européennes, comme tu dis, où il y a souvent des coproductions, il suffit de voir au début tous les produits par machin, truc, bidule. Enfin, des fois, il y a 10 choses différentes, quoi. Il y a Ouais, des aides de région, des aides de machin. exactement. Et tout ça pour aller C'est ça. récupérer, je pense que ça coûte quelques millions un film d'animation en France, c'est pas si cher comparé à un film d'animation d'un gros studio aux États-Unis. Donc c'est Ouais, voilà, il y a vraiment des tonnes de choses pour avoir ce qui est l'équivalent d'un petit budget aux États-Unis. C'est assez triste de se dire que c'est si galère de trouver de l'argent ouais. là, mais On ne parle même pas de petit budget, c'est-à-dire que, enfin, aux US, on va être sur 100 millions, quoi, pour faire un ouais, film. voilà. Et puis en France, ça va être du 6-7 millions, on va dire en général. Jusqu'à 10 millions pour des films Mm. avec des budgets un peu plus conséquents. Et puis après, il y a des films type Le Petit Prince ou ce genre de grosse prod 3D qui va coûter, ou Astérix aussi, les Astérix Ouais. de Micros, qui vont être 25-30 millions d'euros parce que c'est des coproductions avec le Canada.
et que pour certaines raisons de traités de production bilatéraux, ce genre de choses, on peut débloquer plus d'argent ou avec des copros américaines, ce serait possible aussi, mais les Américains sont sur des budgets qui sont complètement différents des nôtres, Mhm. aussi parce que les campagnes de communication ne sont pas du tout les mêmes et n'ont pas du tout le même prix. J'étais à la conférence Unreal à Annecy et j'ai revu un potentiel partenaire avec qui on est en discussion, qui est quelqu'un qui bosse chez Disney en ce moment et chez MPC, et qui est un mec qui fait du VFX majoritairement, et qui est Mhm. maintenant réal aussi, qui bosse beaucoup avec Unreal. Et lui disait qu'il avait quelques projets voilà, sur le feu qu'il aimerait bien développer, des projets perso, quoi. Et qu'il voulait pouvoir compter sur un petit 100 millions pour voilà, être sûr que le film puisse se passer à peu près bien, quoi. Il parlait pas Ouais. d'un gros budget, en fait. Et on est déjà sur du 100 millions de budget. Bah, c'est ça, les Euh, échelles sont complètement différentes. C'est bien de le savoir aussi que c'est pas les budgets France-Europe sont pas du tout les mêmes que les budgets. Je connais pas du tout les budgets Japon par contre, mais c'est vraiment des échelles complètement différentes. Surtout que, enfin, après, je connais pas trop de productions plus petites aux États-Unis. On voit les énormes trucs. Après, les plus petits ont ben certainement ouais, aussi des budgets différents, quoi. ouais, mais comme les salaires sont pas les mêmes parce que le coût de la vie n'est pas le même et parce que la sécurité sociale n'est pas la même, etc., les gens sont nettement moins protégés, donc il faut payer plus. Donc Ouais, forcément, ça augmente mécaniquement tous les budgets, en fait. Après, je pense aussi qu'il y a des budgets, il y a des films, je pense des courts-métrages de super qualité qui sont faits pour pratiquement que dalle, parce que comme les gens sont tellement bien payés par rapport à nous hmm, dans les studios, bah, le temps libre qu'ils ont, ils peuvent le consacrer gratuitement à des projets sur le côté, en fait. ouais, Euh, Ça s'est passé pour certains courts-métrages, il me semble, qui sont même allés jusqu'aux Oscars, où en fait les mecs voilà, ont jamais été payés, ils ont développé ça entre potes sur leur temps libre, mais quand on est payé, je sais pas moi, 10 000 dollars par mois, hmm, on voit pas tout à fait le travail bénévole de la même manière non plus, tu vois. ouais, ouais. Donc c'est difficilement comparable. Et au Japon, c'est l'inverse. Enfin, on avait coutume de dire, c'est en gros les salaires européens, c'est ça, les salaires américains sont là, et les salaires japonais sont Ouais. là. Les salaires japonais sont beaucoup plus faibles, clairement. Et les budgets de prod, ben, je peux pas trop dire parce que c'est les budgets de Ouais, Netflix. forcément. Euh, mais en tout cas, Netflix payait mieux et donnait des meilleurs budgets que ce qui se pratiquait sur le marché. Ouais. Peut-être parce que c'est voilà, c'est Pour un truc tentaculaire qui a aussi, enfin, c'est un bah, truc en mondial. fait, je suis pas forcément, je suis pas quelqu'un de pro Netflix. Hein. C'est pas parce que j'ai bossé pour eux que je voilà. Ouais, D'ailleurs, si je suis partie, c'est qu'il y a des raisons, mais il y a beaucoup de choses qui sont très positives, je pense, dans la manière dont Netflix a essayé de bosser dans plein de domaines. Et par exemple, au Japon, c'est qu'il y avait vraiment cette volonté de montrer en fait aux Japonais que Netflix s'intéressait durablement à l'animé, qui voulait s'implanter pour de bon en fait, et qui voulait vraiment nouer les meilleures relations possibles avec les studios pour bosser ensemble durablement. Et ils ont volontairement augmenté les budgets dans cette hmm, optique-là en disant, mais nous, on veut pas sous-payer les gens, on veut que ça se passe bien et on veut avoir les meilleurs de vos artistes et les meilleurs de vos studios. Donc, on est prêt à mettre les budgets qu'il faut, quoi. ouais, Et ils l'ont vraiment joué plutôt bien, je trouve. Après, le problème, c'est que le système de production au Japon est encore une fois très spécifique, très différent de ce qu'on a en Europe ou de ce qui se pratique aux États-Unis aussi. Et en fait, l'argent n'est jamais vraiment redescendu jusqu'aux artistes. ah ouais, ok. Mais c'était pas la faute de Netflix, Ouais, pour le coup. C'est-à-dire qu'eux ont vraiment mis les budgets nécessaires à faire les choses bien. Mais le système de production au Japon fait que en fait, tu as des intermédiaires qui se servent très grassement, ok. notamment les gens qui font des goodies, des produits dérivés, etc. Et qui se sont grassement servis sur les budgets de Netflix et qu'en fait, les studios profitaient relativement peu Ouais, du bonus qu'aurait pu apporter Netflix. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Netflix, en s'implantant durablement, essayait en fait, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais j'imagine qu'ils ont continué cette politique-là, mais que en fait Netflix essayait de développer des deals directement entre Netflix et les studios
pour ne plus avoir à passer par des tierces personnes qui d'habitude financent le marché de l'anime au Japon, pour que ces gens-là arrêtent de se servir sur le dos de la bête et que Netflix puisse payer en direct en fait les créateurs. Ouais, d'enlever l'intermédiaire commercial entre les deux, quoi. Euh, ouais, ben, en enlevant toute autre forme d'intermédiaire possible, quoi. Ouais, Et du coup, quand ça a été possible, je pense qu'ils ont développé plein de choses intéressantes avec ces studios-là. Donc ça c'était plutôt cool. Mais après, moi, quand je suis partie, Disney Plus commençait à bien prendre du poil de la bête. Et maintenant, il y a une concurrence beaucoup plus forte chez les mm, streamers qu'à l'époque où moi je suis arrivée à Netflix, où c'était ouais, quasiment les seuls. Donc je ne sais pas comment ça s'est développé, mais en tout cas, il y avait une volonté d'essayer d'améliorer en fait les conditions du marché localement au Japon, quoi. ok. Et donc là, quand tu as une sorte de transition, tu disais, entre tu es là-bas en tant qu'artiste, et après tu es passé dans un côté production, et après tu as fait ta propre compagnie de production. Donc comment s'est passé tout ça? Comment tu t'es dit, la production m'intéresse, je vais expérimenter là-dedans? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Euh, alors, c'est passé par plutôt de la production exécutive à la base, si on peut dire. Parce qu'au début, donc, je faisais vraiment que de l'artistique. Et en fait, assez rapidement, mon supérieur hiérarchique m'a fait part d'un projet qu'il avait, où il voulait créer justement un studio de développement, notamment développement visuel en interne à Netflix Tokyo. Le but étant de débloquer des droits sur des IP, en fait. Il y avait par exemple, je prends l'exemple le plus courant, il y a un manga qui se vend bien, les producteurs ont envie de le faire en animé, et puis bah, le créateur original refuse. Mm. Il veut pas que ses droits voilà, servent à faire de l'animation ou du film, ça l'intéresse pas. Et donc, dans ces cas-là, le but, c'était d'avoir une petite équipe d'artistes qui va, en fait, aux frais de Netflix, faire du développement là-dessus pour que le producteur ait un dossier graphique suffisamment conséquent et intéressant et avec une DA poussée, quoi, Ouais, pour pour montrer aller qu'ils vont voir pas les faire n'importe quoi. créateurs ouais, et les gens qui ont les droits de cette IP pour dire non, mais en fait, voilà, on va pas en faire n'importe quoi. Ou parfois, c'était, par exemple, des créateurs américains qui se disent ok, mais moi j'y connais rien à l'animé japonais. Pour moi, c'est Kamen Survivant que Sailor Moon. Il est hors de Mm. question de faire ça avec mon IP. Et nous, on pouvait arriver en disant bah en fait, il y a plein d'autres choses dans l'animé Ouais, japonais. On peut faire des trucs plus intéressants, plus modernes. On peut faire évoluer votre IP dans un sens intéressant, quoi. Et du coup, le but, c'était que nos producteurs puissent aller démarcher ces gens-là, en fait. Donc, il me fait part de ce projet et il m'a demandé, en fait, de rester à Netflix après mon contrat pour monter ça. Donc, au bout de 6 mois, j'ai commencé, en plus de mes missions dans les studios, à essayer de tâter le terrain en interne à Netflix, de voir, OK, comment on monte un studio? ouais. Et j'ai commencé à bosser notamment avec des architectes, par exemple, parce qu'il y avait des projets de déménager, en fait, Netflix Tokyo, parce que l'endroit où on était devenu trop petit par rapport Mm. à la main-d'œuvre qui y travaillait. Donc, il fallait changer de locaux de Netflix. Et donc, le but, c'était, dans les nouveaux locaux, d'avoir un espace dédié à cet espace de création, quoi. Donc, j'ai bossé avec les architectes sur les plans, sur les équipements, sur le recrutement des artistes, sur la vision à court, moyen et long terme du développement de ce studio. Donc, j'ai fait un petit peu tout ça pendant les 6 derniers mois de mon premier contrat. Et du coup, j'ai été renouvelée et j'ai eu un CDI, en fait, à Netflix après pour développer ce truc-là. Ce que j'ai fait. Et maintenant, ça existe. Donc, ça s'appelle le Netflix Anime Creator Space. Et donc, c'est dans les nouveaux locaux de Netflix à Tokyo. Et c'est aussi pensé pour pouvoir faire de l'expérimental, notamment. Mhm. Donc, il y avait, par exemple, une salle pour faire une salle d'expérimentation qui permet de faire de la VR, qui permet de faire de la stop-mo, qui permet de faire des cours de modèles vivants aussi. C'était Ouais. une des idées qu'on avait mis en avant. Enfin, bon, on avait tout un tas de projets. Donc, on a développé ça pendant un an et les artistes ont commencé à arriver petit à petit. Donc, ça s'est monté. Le but, c'était d'avoir une équipe au début de 6 personnes, 6, 7 personnes et de grossir jusqu'à 12 plus 3 potentiels freelance, donc 15 Mm. avec 12 permanents et puis 3 personnes qui viendraient de projet en projet, quoi. Ok.
Et donc, j'ai fait la gestion et le montage de ce truc-là. Et puis, en même temps, bah, il fallait bien commencer à développer des choses parce que les artistes arrivaient. Donc, j'ai fait un petit peu de ce qu'on pourrait appeler de la production déléguée ou de la créative production, pour dire le terme de Netflix, sur le développement des projets que ces artistes-là auraient à gérer. Donc, on a recruté un auteur, par exemple, Ouais. avec qui on a développé quelques pitchs et commencé à bosser sur des adaptations de bouquins. On a commencé à faire du développement visuel sur ces projets-là. Donc là, c'est vous Euh, qui cherchez des auteurs. C'est pas, vous n'êtes pas une entité où les auteurs viennent vous voir en disant je voudrais faire ça. C'est plutôt dans l'autre sens. alors, non, parce que je ne sais pas si tu connais ce truc des pitchs non sollicités, si ça te dit quelque chose. Non, je crois pas. Alors ça, c'est un truc assez magique qui est utilisé par tous les gros studios américains notamment et toutes les grosses boîtes, genre Amazon, Netflix et tout. Enfin, Amazon, je sais pas en fait, mais Netflix pour sûr. C'est que tu ne peux pas envoyer ton idée ou ton pitch à Netflix comme ça. Ouais. Dans la charte de Netflix, en fait, les employés de Netflix sont légalement, enfin en tout cas leur contrat les oblige à refuser ce que tu leur donnes comme matériau. Parce que l'idée, c'est de se dire, mais si on refuse ton truc, mais qu'on l'a lu et qu'on t'a dit, bah, merci beaucoup, j'ai lu votre pitch, mais Ouais. malheureusement, ça ne vous intéresse pas, au revoir. Qu'on fait un truc qui Et que ressemble 10 ans après. après, Ah ouais. tu as un truc qui sort et tu dis, ah, mais ça ressemble vachement à ce que je leur avais envoyé il y a 10 ans, bah, je vais leur Ouais. faire un procès. Ah. Bah, pour éviter ça, on dit, les employés de Netflix doivent refuser systématiquement tout pitch, toute idée, tout matériau de projet qui ne serait pas demandé expressément par Netflix. Ouais. J'imagine Et qu'il y a donc, des problèmes en amont qui font que, enfin, par eux ou par d'autres studios qui font que bah, ils arrêtent de faire ce genre de trucs. Il y a dû y avoir des bah, expériences il y a j'imagine. des années. Ouais. Mais du coup, il faut réussir à passer en interne. En fait, l'idée, c'est que Netflix ne bosse qu'avec les gens, soit des gens très connus qui vont démarcher eux-mêmes, soit des gens qui connaissent déjà. Ouais. Donc, c'est un peu un serpent qui se mord la queue aussi. Et je me souviens qu'il y avait un monsieur, un Américain, qui avait écrit un bouquin, qui voulait le faire adapter, qui m'avait contacté par LinkedIn, si je dis pas de bêtises. Et je lui avais répondu le truc corporate copier-coller en mode je suis désolée, mais je n'ai pas le droit de Ouais. lire votre pitch. Hein. Et, euh, et il m'avait répondu hyper en colère et je sais plus s'il m'avait insulté ou pas, mais en tout cas, il était vraiment pas content. Il m'a dit oui, il faut pas s'étonner que l'industrie se renouvelle pas. Les gens comme Hmm. vous travaillez toujours avec les mêmes, c'est dégueulasse. Vous donnez leur chance à personne et du coup, on voit toujours les mêmes merdes sur les écrans. Et j'avais juste envie de lui dire Ouais, oui, là, c'est pas de ta faute, je quoi. suis entièrement d'accord avec vous. Et j'ai juste pu lui dire bah, je suis désolée, mais j'ai pas le droit de lire ce que vous m'envoyez et fin de ta discussion. Ouais. Mais j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait. Mais c'est encore une fois, c'est le jeu, quoi. Ouais. Donc, en D'où fait, on peut-être le pouvait fait de pas faire votre juste propre. faire un appel à hauteur, si tu veux. Ouais. Parce qu'après, si tu reçois 15 pitchs et que tu prends un auteur, bah après, les 14 autres peuvent te dire en disant, ah, en fait, on va Ouais. t'attaquer parce que Moi aussi, il y on avait avait un impact qui soumis. faisait ça. Ouais. Truc à la con. Ouais, c'est ça. Donc, on avait fait appel à un auteur que moi je connaissais et donc j'avais demandé à Netflix si on pouvait bosser avec ce mec-là dans le cadre du développement de ce studio et tout. Hmm. Et ça s'est fait. Donc, c'était très cool. Et du coup, donc là, j'ai fait de la prod, donc montage de studio et montage de projet et encadrement d'artistes, en fait, dans le cadre de ces projets-là. Mon mari, du coup, Félix, écrivait des trucs bon, depuis pas mal de temps. Et puis, un jour, il me pitch un truc en me disant ouais, j'ai une idée, j'aimerais bien avoir ton avis. Et en fait, il me pitch un truc et je lui dis purée, ça fait 2 ans que je bosse sur Netflix et j'ai rien lu qui était aussi bon. En fait, c'est mieux que tout ce que Ah j'ai lu ouais. jusqu'à présent. Ouais. Et j'avais très envie de développer ça. Donc, en fait, on a commencé à en parler régulièrement. On voulait vraiment bosser là-dessus. Et puis, on a commencé à bosser dessus dans notre coin. Et puis, quand j'ai décidé de quitter Netflix il y a un an, on s'est dit, bah, en fait, on est revenu en France en juin de l'an dernier. Et c'était la première fois où on était libres tous les deux dans le même pays et Il y avait un avec truc à un faire, quoi. projet qu'on avait envie de développer ensemble, quoi. Donc, en fait, on s'est mis à plein temps là-dessus.
Et on a fait ça pendant un an et c'était très très cool. Et maintenant, on est en discussion avec tout plein de gens, Ouais. des potentiels partenaires, des studios, des diffuseurs. Et maintenant, je fais mon taf de producteur délégué indépendant. Là où la grosse partie du boulot compliqué arrive, qui est de dire qui va mettre l'argent sur la table, quoi. Ouais, ouais. Qui est le problème que j'avais pas eu à gérer encore à Netflix. Donc ça, c'est la grosse difficulté. Donc je me suis reformée en fait en revenant en France. Parce que la prod au Japon, déjà la prod à Netflix, c'est très spécifique. Puis la prod au Japon, c'est pas du tout le même système qu'en France et en Europe. Donc en fait, quand je suis revenue, j'ai pris des formations chez un organisme que je recommande et qui s'appelle Dixit, qui est à Ok. Paris. Et j'ai fait 3 cours. Un cours sur les coproductions internationales, un cours sur les droits de la propriété intellectuelle et les contrats, et un cours sur le financement de séries et longs métrages en France. D'accord, donc c'est Et, vraiment très et heureusement, spécifique et très enfin, Dieu merci ciblé, quoi, quoi. Ouais, parce que je connaissais quelques rudiments, parce que je me suis toujours en fait intéressée à la prod un petit peu de près ou de loin. C'est quelque chose qui m'intéressait. Mais en fait, à Netflix, j'ai eu la démonstration en fait, le fait de bosser avec des producteurs non-stop m'a fait comprendre l'importance du rôle du producteur sur le projet ouais. et m'a fait réaliser que en fait tu peux avoir les meilleurs du monde si t'as pas de producteur en qui t'as confiance et sur qui tu peux compter, c'est mort quoi. Ton projet il verra jamais le jour. Et moi j'ai envie d'aider des gens. Enfin, monter mes projets c'est une chose, mais j'ai envie de pouvoir aider des gens à monter les projets qui moi me semblent justes. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de projets à Netflix, malheureusement, des projets très bons parfois être abandonnés pour des raisons un peu tristes, et puis des projets très moyens arriver à être produits et financés parce qu'il y avait quelqu'un de connu sur le projet. Et en fait, on se Ouais. dit, ouais, mais si on accepte de faire ça à Booz, après, il fera un film cool pour nous, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il faut accepter de financer des Booz pour autant? J'en suis pas sûre. Enfin, je caricature, hein, évidemment, mais Ouais. disons que de pouvoir influer de faire en sorte que de bons projets soient faits pour de bonnes raisons, je pense que c'est le rôle que doit avoir un producteur et que, en fait, ça ne peut pas être le rôle du réal. Hmm. Le réal, c'est un artiste qui doit s'occuper de la vision du projet De pour que le l'œuvre en projet elle-même, soit quoi. Ouais. bon, mais il peut pas se demander tous les 4 matins comment il va financer son truc. Et enfin, on s'en sort pas quoi. Et Ouais. or, si tu n'as pas l'argent, tu ne fais rien. Donc, il faut bien que quelqu'un mette la main à la pâte. Et moi, je trouve intéressant que des artistes deviennent producteurs, en fait. Parce que quand tu as la vision de la pipeline de l'intérieur, quand tu sais comment les artistes bossent, je pense que tu es plus à même de les gérer Ouais, c'est sûr. euh, et de comprendre un petit peu mieux les contraintes budgétaires. Et puis surtout, Et tu parles dans leur langage, si on peut dire. Tu sais mettre les mots graphiques bah, sur les trucs. Enfin, tu connais ouais, le domaine, quoi. c'est-à-dire que si tu as si tu as des difficultés budgétaires, bah, je pense que tu es plus à même de comprendre quand tes animateurs te disent ouais, mais en fait, le temps est incompressible et ces plans-là, on ne pourra pas les faire en même temps, c'est juste physiquement pas possible. Si Hmm. tu es animateur toi-même, tu vois bien pourquoi les mecs te disent ça, en fait. Ouais. Et en même temps, si tu as le côté prod, tu sais si tu peux rallonger ou pas ton budget et pour quelles raisons. Et donc, tu es aussi capable de l'expliquer aux artistes dans des termes qu'ils peuvent comprendre et pas juste leur dire non, on n'a pas d'argent. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en fait dans les projets qui naissent du fait que au début, pour moi, les gens communiquaient pas en fait. Il y avait un problème de communication entre les équipes de prod et les équipes d'artistes qui générait un certain nombre de conflits. Et maintenant, j'ai l'impression que en fait, c'est pas que les gens communiquent pas, c'est que les gens ne savent pas forcément comment bien communiquer. Ouais. Et le fait d'avoir quelqu'un qui connaît les deux tableaux, je pense, peut vraiment faciliter dans une équipe la communication entre tous ces acteurs-là différents qui n'ont pas les mêmes backgrounds, qui n'ont pas les mêmes intérêts non plus sur le projet. Et je pense que c'est important et que ça peut apporter beaucoup sur Hmm. une équipe. Donc c'est un peu, voilà, toutes ces raisons-là qui m'ont mené à me dire, oui, ça me fait plaisir de tenir un crayon, mais je trouve ça beaucoup plus gratifiant à la fin de la journée de me dire, OK, voilà ce que j'ai fait pour que ce projet puisse exister, en fait. Alors que quand j'étais artiste, à la fin de la journée, je me disais, bah, je suis vachement contente, j'ai fait des dessins que j'aime bien aujourd'hui,
Ouais. Mais en fait, des artistes, il y en a plein qui sont aussi talentueux que moi, voire plus talentueux que moi, et qui pourraient faire ce même travail et qui le feraient tout aussi bien, voire mieux. Alors que mon engagement à moi peut être celui de me dire, bah, en tant que prod, je vais faire ce qu'il faut pour que ces gens-là puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, tu vois, et qu'on puisse faire de bons projets. Ouais, t'as Donc, un peu senti la voilà. mission, entre guillemets, de faire ça en te disant, il y a des trucs à faire, il y a des projets qu'on veut monter. Et ça Ouais, t'a fait bifurquer vers le truc assez naturellement, quoi, finalement. ouais, c'est un peu ça. Et aussi le fait de bosser avec des auteurs, ça, c'est très déterminant. Le fait de pouvoir Ouais. faire des retours sur un script, en fait. Parce que Oui, parce que quand t'es y a en eu des prod, gens t'as pas qui ce m'ont dit, truc-là. bah, quand t'es Forcément. artiste, t'as jamais la main sur le Ouais. script. Et, euh, et je me souviens d'une personne à qui j'avais fait des retours sur un script de long métrage qui m'a dit, bah, je l'ai fait lire à 25 personnes et t'es la seule personne qui me fait des retours de ce type-là. Parce qu'en Ouais. fait, c'était un script un long métrage pour enfants. Et donc, les gens disaient, ouais, mais la blague, elle tombe pas au bon moment. Pour faire rire tel type de public, il faut faire comme ci, comme ça. Tu vois, ce genre de retour. Mm. En fait, très marketing, tu vois. Ouais, très public cible, Et, truc comme ça. et en fait, moi, les retours, c'était de dire, ouais, mais en fait, ton personnage principal, genre 20 minutes avant la fin, il change d'objectif et on comprend pas pourquoi. Et du coup, personne comprend la fin. Et en fait, on Ouais. comprend pas le message que tu as dans ton film. Du coup, ton film, il est pas clair. Donc après, tu fais des retours en disant, bah, si c'est plutôt ça que tu veux raconter, bah, peut-être que tu peux changer ça ou telle réplique ou tel personnage. Si c'est plutôt ça que tu veux raconter, peut-être qu'il y a d'autres pistes à explorer. Mais c'est ça pour moi le boulot de créatif producteur, c'est de Ouais. faire en sorte que bah, ton film, il ait un sens et que le public en retire quelque chose. Or, il y a beaucoup, beaucoup de retours qui sont faits au niveau du script, qui sont faits par des gens dont le seul intérêt, c'est de vendre ton film en termes marketing. Mm. Et je trouve ça dommage. Donc, encore une fois, connaître un peu le point de vue de la théorie du cinéma, de comment faire un film en tant qu'artiste, en tant que réal et tout, mais de le faire en tant que producteur, en fait, ça te donne le pouvoir, entre guillemets, de bosser avec les auteurs pour rendre les films meilleurs. Ouais. Et je pense aussi que c'est la possibilité de réconcilier un peu les artistes et le marketing, dans le sens où on a besoin de vendre pour que les gens voient un film. Et moi, mon but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui voient le film sur lequel je travaille. Et le fait de dire, ouais, mais moi, je suis un artiste, je veux pas dénaturer mon film en vendant du produit dérivé ou des produits dégueux et tout, bah, en fait, peut-être que si on prend tout en compte en amont et qu'on accepte dès le départ de dire, bah, OK, on sait qu'il y a une œuvre artistique, mais on sait que pour l'amener à un public le plus vaste possible, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres commerciaux. Le fait que tout ça soit traité par quelqu'un qui a une vision à la fois de la prod et de l'artistique fait qu'on peut en fait intégrer ces paramètres-là dès l'écriture du script pour que Ouais. l'œuvre soit cohérente et qu'elle soit enrichie par ça. Et pas juste que ce soit une dégradation du matériel artistique de base, quoi, ce qui est horrible à vivre Mm. pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu plein de raisons tous azimuts, mais c'est le fruit de toutes ces réflexions-là qui m'ont mené à m'orienter plutôt vers la prod du coup. Par rapport aux productions justement que vous faites dans votre société, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que est-ce que vous cherchez un petit peu partout quel serait le projet intéressant? Est-ce que vous faites en sorte que les gens viennent vous voir vous? Est-ce que vous avez plusieurs projets en même temps qui sont développés? Comment vous faites tout ça? Alors là, du coup, on est deux cofondateurs, donc on fait ça avec Félix, qui est mon mari, et qui lui qui est designer, mais qui vient pas de l'entertainment à la base. Donc lui Ok. a fait du design produit, du design d'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de l'objet, du mobilier, enfin, plein de choses. Et donc beaucoup de conceptions dans des domaines différents. Et moi, je viens plutôt de l'entertainment. Et donc, en fait, la boîte qu'on a montée n'est pas vraiment une société de production, mais c'est une boîte de service qui fait du world building. Ouais. Donc, l'idée, c'est de bosser pour des clients, en fait, qui ont, en général, ils ont déjà un IP. Évidemment, dans une situation idéale et dans le meilleur des mondes, un client avec plein d'argent arrive et te dit, oh, créez quelque chose pour moi. Mais bon, Ouais. ça n'arrive jamais, hein. Créer jamais de rien. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, la situation habituelle, on va dire, c'est un client qui a un IP sur une plateforme et qui veut en faire une licence transmédia. Ouais. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Par exemple, quelqu'un qui aurait les droits d'une BD et qui voudrait faire de la série animée,
Bon, ça se passe déjà beaucoup en général et c'est juste de l'adaptation. Nous, là où on dit la plus-value, c'est qu'on pense vraiment en termes de licensing. C'est-à-dire qu'on va faire de la stratégie narrative avec le client et des bibles graphiques et narratives. Ça, c'est nos deux domaines de compétences spécifiques. Quand je dis stratégie, c'est qu'on va faire du world building, c'est-à-dire remonter en amont de la genèse de l'œuvre pour permettre de générer une multitude d'histoires qui vont se dérouler sur un certain nombre de plateformes. Quand on a une BD et qu'on fait une adaptation, bon, bah, en gros, il faut prendre des spécialistes du média de destination pour faire une adaptation du matériau existant pour que ça s'adapte bien à un nouveau support envisagé. Mais nous, on ne parle pas d'adaptation, en fait. On parle vraiment d'univers narratif. Oui. Donc c'est un Donc, dérivé, c'est pas une reprise finalement. en fait, au lieu de dire produit dérivé, on parle de produit extensif de l'univers. Oui. C'est-à-dire que on va prendre le matériau de base et on va remonter d'un cran en amont en se disant c'est quoi l'essence en fait de cet univers narratif. Parce que y a un modèle qui fonctionne très bien, mais son problème c'est qu'il est hégémonique depuis quelques années. Tu connais certainement, c'est le modèle de l'aventure du héros. Mmh. L'aventure du héros, c'est un modèle narratif qui a été théorisé en Amérique dans les années 70, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 60 ou 70, je ne sais plus. Et en gros, c'est tu fais du character driven. Donc, tu construis un personnage, tu construis un héros, tu construis son aventure autour de lui. Donc, il doit aller d'un point A à un point B, le point B étant la finalisation de sa quête. Et donc, tu vas créer un univers narratif autour de ce héros pour que sa quête puisse se dérouler, en fait. Ouais. Et donc, cet univers narratif, il a un but, c'est de permettre au héros de faire sa quête. Donc, quand le héros a terminé sa quête, bah, en gros, le monde est sauvé et il ne se passe plus rien. Et en fait, c'est un vase clos, si tu veux. Donc, quand on a quelqu'un qui a un IP basé sur l'aventure du héros, ce qui est très souvent le cas parce que comme c'est un modèle qui tient presque de la recette de cuisine, c'est facile de l'appliquer. Donc, en fait, c'est pitchable très rapidement et très efficacement. Tout le monde est formé à ça. Donc, on se retrouve sur un marché de l'entertainment où quasiment tout le monde fonctionne comme ça. Donc, c'est très bien parce que ça marche, mais c'est un petit peu limitatif. Et du coup, quand on veut faire de la licence, parce qu'en fait, on se rend compte, notamment chez les streamers, que en fait, dans les producteurs, tout le monde veut être le producteur du prochain Star Wars. Sauf que personne ne se donne les moyens créatifs d'y parvenir. Parce qu'il n'y a pas de méthode créative qui est mise en place, puisque tout le monde suit l'aventure du héros, quoi. Oui. Et donc, on fait des reviews de script en fonction de est-ce que la quête du héros est claire ou pas? Est-ce que les personnages secondaires fonctionnent? Est-ce que les archétypes des personnages fonctionnent bien et que le spectateur peut bien les identifier? C'est juste une surcouche différente par-dessus, sur un univers fantasy, ça fait pas de la science-fiction, licence, machin, en fait. Ouais, voilà. Dans le sens où, si tu as une histoire comme celle-là, tes personnages secondaires sont pas suffisamment développés pour potentiellement devenir des héros d'une autre quête. Le background n'est pas suffisamment développé pour se dire en fait, il passe dans tel endroit, mais en décor, en arrière-plan, on voit ça, peut-être qu'il pourrait se passer autre chose derrière. Non, parce que c'est conçu juste pour que cette quête unique puisse se développer. Donc, une fois que cette quête est faite et que le film est terminé, on passe à autre chose, quoi. Et ce phénomène-là fait qu'il y a plein de séries, par exemple, sur Netflix, qui ont été développées en disant, on va acquérir les droits de plein de bouquins, et puis on fait plein d'adaptations, on fait des saisons 1, et puis il y en a une qui marche, et puis on dit, c'est trop bien, les gens, ils ont adoré celle-là, on va en faire plein derrière, on va faire saison 2, saison 3, saison 4. Et puis la saison 2 a 2 fois moins d'audience, et ça fait un gros bide, et on arrête. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été conçu pour générer de l'univers narratif. Ouais. Ça a été conçu pour générer une saison 1 en disant, surtout, on prend le moins de risques possible, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Et donc, la saison 2 est un bide. Parce que les gens, le spectateur qui regarde ça, estime en fait, on essaye juste de me vendre une soupe réchauffée et en fait, il n'y a pas de nouvelle histoire, il n'y a rien à raconter, quoi. Tout a été clos en saison 1, ils auraient mieux fait de ne pas faire la saison 2 au final. Et nous, on arrive, notre cœur de métier, c'est de dire on va éviter ça parce que nous, on remonte en amont dans la conception en disant OK, on va extraire tout ce qu'il est possible de faire dans un world building autour de cette œuvre pour insérer le maximum d'indices possibles pour faire un background le plus riche possible pour que cette licence puisse ne pas s'étioler au fur et à mesure des saisons ou des films ou des histoires qu'on en tire, mais au contraire s'enrichir
Ouais. pour faire un build-up de l'œuvre en fait de plus en plus riche. Et le but ultime, c'est la fanfiction, quoi. C'est que le truc soit Mm. tellement riche que les gens qui voient ça se disent ah mais moi j'ai trop envie d'écrire sur le personnage qu'on voit juste 2 secondes en background là parce qu'en fait il Ouais. a l'air trop intéressant et on sait pas d'où il sort et si ça se trouve il a une vie super intéressante et voilà. Et ça c'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre en fait parce que c'est là où les gens se projettent un max dans l'univers, où ils s'approprient la licence et c'est là où on se rend compte que la licence peut vraiment exploser et partir sur tout type de médias différents tellement elle est riche. Donc nous, c'est ça qu'on fait. Donc par stratégie narrative, c'est ça qu'on entend. Ok. Donc c'est ça qu'on met en place avec les clients. Et une fois que cette stratégie est mise en place avec le client, bah, on fabrique les pièces manquantes de la Bible narrative et graphique pour permettre ça. Donc pour donner un exemple très concret, si on imagine une Bible d'un Star Wars, par exemple, parce que c'est la licence que tout le monde a en tête et tout le monde voit de quoi on parle, bah nous, on va pas designer Obi-Wan Kenobi. C'est pas Mm. notre problème. Par contre, on va faire un espèce de bréviaire de qui sont les Jedi. Quand est né leur ordre, quand est-ce que ça s'est cassé la figure, pourquoi, quels sont les chefs, quelles sont les hiérarchies, comment ils s'habillent, est-ce qu'ils ont des codes vestimentaires, comment fonctionnent leurs armes, la fabrication des sabres avec les cristaux Kyber et tout. Ça, c'est du world building. Donc, en fait, tous les artistes qui bossent après sur le design des persos, le design des décors et tout, en fait, ça change rien à leur taf. Ils ont toujours autant de boulot, mais Ouais. simplement, ils ont une espèce de De guideline de guide global. l'univers général qui fait que techniquement, le producteur peut lancer un jeu de société, un jeu vidéo, une série, des peluches et plein de trucs Ouais. selon la licence. En fait, tout sera canon et tout sera cohérent parce qu'il y a cette Bible de l'univers qui vient en amont. Donc le but, c'est ça. Et après, à chaque fois que de nouveaux artistes travaillent sur de nouvelles séries ou des trucs qui s'ajoutent, des histoires qui s'ajoutent à cet univers, bah après, ça enrichit cette Bible-là. Donc c'est un processus très organique, en fait. C'est très Ouais. vivant comme truc. C'est pas, le but, c'est pas de faire de la censure, si tu veux. C'est pas de dire, oh, si ton histoire ne rentre pas pile poil dans les canons définis par ces 2 personnes il y a 10 ans, c'est mort. Ouais. Bah, Non, surtout que parce vous que savez pas forcément c'est où un ça va truc aller qui après. s'enrichit en permanence. Donc là, donc le côté censure dépend de l'endroit où ça va être diffusé après. Vous êtes juste là, le monde, ce sera ça. Et vous adapterez si vous faites une version livre pour enfants, une version machin, une version truc. Ouais, exactement. Et c'est pas non plus vraiment de la direction artistique, parce que si on reprend le même exemple qui est Star Wars, bon, bah, les dessins animés Star Wars, il y en a eu en 3D, il y en a eu en 2D, il y a eu des adaptations stylistiques très fortes qui n'ont pas gêné, puisque en fait l'histoire est toujours la même, vu que ça Mm. respecte le world building de base. Et c'est ça qui donne toute la puissance à cette licence, les romans, etc., parce que tout est fait selon une certaine canonicité liée à Ouais. l'univers narratif. Et ça, c'est ce qu'on vend et ce qu'on essaie de mettre en place avec des clients qui veulent faire du licensing. Parce qu'au final, si tu fais une série pour enfants et que tu vends des peluches, bah c'est bien, ça va marcher le temps que ta série est diffusée, mais en fait, ça va pas pour autant générer un IP qui va être tellement riche que ça va être du cross-générationnel. Enfin, aujourd'hui, les gens qui emmènent voir leurs enfants voir les Star Wars au cinéma, c'est des gens qui allaient voir les Star Wars quand ils étaient jeunes, quand les premiers Star Wars Ouais. sont sortis. Donc, c'est un truc qui traverse des générations. Si le but des producteurs, c'est de faire ça, bah, il faut réussir à se mettre dans un état d'esprit qui permet ça sur le long terme et pas juste se faire un one-shot en disant ah, on met le moins d'argent possible sur le développement de cette série parce que oulala, des fois que ça marche Ouais. pas. On peut le faire pour une première saison parce qu'on ne peut pas prendre des risques sur tout. Mais une fois qu'on sait que ça a plu aux gens, il faut faire cet effort de conception, de se dire bah, on ne va pas avancer au petit bonheur, la chance, au pif sur la création des saisons d'après parce que tu as beaucoup plus de risques de perdre la fanbase que tu as réussi à mettre en place avec ta première histoire que de l'enrichir en fait. Ouais. Donc voilà ce qu'on fait. Et du coup, en fait, on a développé des méthodes créatives grâce notamment à ce que Félix a fait parce qu'il était directeur du département design à Normal Sup en fait avant qu'on parte au Japon. Donc on a utilisé les méthodes créatives que lui a mis en place pour du design sur de l'univers narratif. Donc pour démontrer que ces méthodes-là fonctionnent, bah, on a créé nos propres univers narratifs. Mm. Donc nos IP originaux sont issus de ces méthodes-là. Donc on a 7 univers là qu'on a commencé à développer.
Et il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a choisi de développer parce que je pense que l'histoire est très pertinente par rapport à l'époque dans laquelle on vit, Ok. dans le sens où c'est de l'anticipation et on appelle ça du climat fiction maintenant, nouveau genre. Euh, et en gros, ça se passe dans quelques centaines d'années, dans une projection de notre monde après la montée des eaux. Et c'est un univers complètement utopique et pas dystopique. Oui. Ce qui est assez Et le rare but, en fiction. voilà, notre but, c'est de montrer comment évolue l'espèce humaine face à ces changements-là pour, euh, pour vivre une belle vie, en fait, et, euh, et de faire prendre du recul. En fait, l'espèce humaine dans cet univers-là a dû choisir entre préserver à tout prix nos valeurs et nos traditions d'aujourd'hui et faire contre mauvaise fortune bon cœur et s'adapter. Et donc, la grande majorité du monde, parce qu'il n'a pas eu le choix, et qu'il n'a pas eu les moyens de choisir, bah, a dû faire avec et s'adapter. Et en fait, c'est l'histoire de ce monde-là, de comment il a pu s'adapter à ces nouveaux changements environnementaux et quel type de société ça génère. Ok. Et pour donner un exemple parmi tant d'autres, la monnaie et l'or s'est remplacé par les livres et les échanges culturels. Hmm. Et donc, bah, c'est OK, c'est quoi le world building de ce type de choses en fait, et comment ça fonctionne, et comment une société peut fonctionner sur ces bases-là. Et donc, on a un univers narratif là-dessus qui commence avec un long métrage dont on a le script et dont on a le développement. On a un jeu vidéo qui se passe en même temps, donc tout est développé sur Unreal, donc on a un pipeline commun. On a une série éducative pour enfants, on a après d'autres histoires qui sont déclinées sur plein de médias différents. On a des bijoux, on a un jeu de cartes qu'on voit dans le film Ouais. et qu'on a aussi prototypé. Et en fait, tous les objets sont justement pas des produits dérivés en mode bah, on a un animal donc on va faire une peluche. Mais ce sont des objets qui ont un sens narrativement dans les films, dans les séries, et qui sont conçus en fait dans le film pour être fabricables en vrai. Ouais. Donc, il y a une mutualisation de la conception de tous les assets. Et quand les gens se disent, bah, OK, j'ai envie d'acheter un truc parce que j'ai bien aimé le film, bah, ils vont acheter un objet qui a un sens narrativement pour eux. Ouais, voilà, c'est pas juste une image C'est pas du juste du film ou goodies, un en fait. objet. Ouais, voilà ça. C'est pas le truc du film en version jouée, quoi. C'est l'objet C'est ça. lui-même tel qu'il est C'est dans le. ça, exactement. C'est ça. Ok. Et Donc, je me dis aussi que voilà. ça veut dire que les clients qui viennent chez vous ont aussi un besoin spécifique de on veut faire un truc qui soit pas forcément tout de suite, mais qui ait la possibilité d'être très large et très, très diversifié, décliné, tout ça. Alors qu'il y a aussi le Ouais, côté, enfin, il est aussi possible de faire des projets qui sont juste des trucs uniques, quoi. Donc à ce moment-là, c'est pas chez vous que ça se passerait. Vous, c'est vraiment pour c'est des ça, choses qui tout à veulent fait. être beaucoup plus Ouais, larges. Parce que tout ne veut pas être comme ça. Il ouais, y en a de bien plus en sûr. plus, des univers, etc. Mais il y a des choses qui sont Mais en aussi plus fait, restreintes et ça peut marcher aussi. ça rejoint ce que je disais sur le modèle de l'aventure du héros, qui Ouais. n'est pas un mauvais modèle. Le problème, c'est pas que ce modèle soit mauvais, le problème, c'est que ce soit un modèle qui soit appliqué par Soit le défaut seul, quoi. partout. Nous, on prône pas le fait qu'il faut que chaque œuvre soit un univers narratif. C'est pas le problème. Par contre, je suis à peu près convaincue du fait que si on veut amener le spectateur à se projeter dans une œuvre et donc à faire sien les messages que cette œuvre porte, c'est beaucoup plus efficace de le faire dans un univers narratif Oui, il y parce a une que c'est question de conçu pour durée ça. aussi, de combien de temps tu Donc, vois la chose, à quel point ça t'entoure et tout. Ouais. en fait, je crois que la mission du cinéma et des produits culturels, c'est de véhiculer des idées pour les gens qui les consomment, parce que ce sont des produits culturels. Et je pense que l'univers narratif est la meilleure manière de répondre à ça. Donc, je crois en ce modèle, mais je ne crois pas qu'ils doivent être hégémoniques. Oui, c'est ça, parce que tu veux Euh, justement éviter le problème de il n'y a qu'un seul truc, donc c'est juste oui, un ajout, je quoi. pense qu'il n'y a Ouais, jamais, il y a jamais une seule solution à un problème. ouais, bien Il sûr. y a toujours plein de manières d'aborder les choses. Par contre, des gens qui viendraient nous voir ne sont pas obligés de vouloir faire un truc à l'échelle de Star Wars, si tu veux. Ouais. On a bossé avec des gens qui se disent, ben moi j'aimerais bien faire un film. J'ai telle idée, ça se passe à peu près dans telle ambiance, mais j'aimerais que ce soit suffisamment riche pour que les gens veulent se projeter dedans. Et en fait, on a bossé sur le développement du film. Pas parce qu'on voulait faire des jouets et 150 Mhm. films et spin-off après, mais simplement pour que cet univers soit le plus crédible et cohérent possible.
Ce qui donne après la possibilité au producteur qui va produire ce film de se dire, ah bah, si ça a bien marché, j'en fais un deuxième, ou parce que ça lui laisse en fait des portes ouvertes. Mais comme là, c'était pas un truc qui avait, par exemple, il y a déjà eu une saison 1 et nous, on arrive une fois que la saison 1 est sortie pour le développement de la saison 2 ou du film ou des jouets ou quoi que ce soit. Là, on arrivait au moment où la personne se dit, j'ai envie de faire un film, j'ai des idées, mais je rentre en développement. Mhm. Là, on va pas forcément faire une stratégie de licensing de ouf sur les 20 prochaines années, mais par contre, on va en fait simplement faire partie de l'équipe de développement en aidant les gens à faire non pas une histoire qui se déroule seulement sur les critères de l'aventure du héros, même si là, c'était clairement ça. Hein. C'était vraiment le mec qui va d'un point A à un point B en rencontrant des compagnons d'aventure et voilà. Mais en fait, on le construit de telle manière à ce que autre chose soit possible après et Ouais. surtout que le monde soit hyper cohérent. Ce que, en plus, c'était plutôt de la fantaisie et tout, donc tu peux partir sur un truc complètement onirique. Et ça, c'est vraiment un choix du réal, en fait. De Mhm. dire non, moi, je m'en fous de la cohérence parce qu'on est sur du conte de fées, on est sur de la magie. Et en fait, l'important, c'est cet aspect magique. Non, là, il y avait une personne qui voulait se dire, OK, il y a de la magie et tout, mais il y a aussi un aspect historique, donc je veux que ce soit hyper précis. Et du coup, on a bossé beaucoup sur du sourcing, sur de la lecture de vieux romans de l'époque. Donc, on fait aussi ce boulot-là si on a la chance d'arriver très en amont. Mais en général, c'est plutôt des gens qui ont déjà un IP Ouais. et qui veulent faire du licensing autour ou qui veulent développer cet IP-là. Le cas général, c'est plutôt ça. Et ça reste, quoi qu'il arrive, vers de l'animation ou il y a aussi des projets qui ne sont pas de l'animation? Alors, moi, j'ai beaucoup de contacts en animation. Donc, on a fait des projets surtout liés à l'animation, mais dans l'idée, ça peut être n'importe quel type de média. Ça peut être du live action, ça peut être dans nos projets perso, on a un opéra par exemple. Ah ouais, ok. Donc dans l'idéal, peut-être un jour, j'espère, on pourra faire ça. Ouais. Mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et il y avait des gens avec qui on a bossé il y a quelques mois qui eux viennent du jeu vidéo, donc open world en ligne et qui voulaient pour le coup passer sur de l'anime et faire du court métrage, puis série, puis éventuellement live action et spectacle chanté. Ouais, d'accord. Donc ça pouvait aller jusque-là, mais c'est vrai que le premier projet sur lequel ils étaient boostés avec nous pour faire du développement, c'était surtout de l'animation. Mais ça venait du jeu vidéo à la base, donc Ouais, ça dépend des clients. ok. Et j'imagine que vous aimeriez développer aussi l'entreprise en elle-même, avoir des gens qui travaillent avec vous, qui vous aident à développer des choses et tout, à un moment. Alors, pour du développement d'IP original, en fait, l'idée, ce serait de... Bah, après, on rentre dans des considérations légales et tout, mais en fait, le but de donc Yabunozagi, c'est le nom de cette entreprise, c'est vraiment de faire ce service de world building et pas forcément d'avoir les droits en fait des IP développés. Donc l'idée Oui, c'est que les IP originaux qu'on développe, soit on vend les droits tout simplement, soit on crée en fait une structure qui a ses droits dans les actifs de la boîte et qui est du coup une entreprise différente de Yabunozagi qui mhm. est par exemple un studio d'anime qui se monte autour de ce projet et qui embauche des gens et qui fait son propre développement et tout. Et nous, on cède les droits à ce studio, par exemple. Donc ça, c'est une potentialité de développement sur nos IP originaux et auquel cas, bah là, comme n'importe quel artiste ou producteur a besoin de gens pour développer des films et des séries, on fait comme tous les autres et on développe à partir de ce matériau de base. Pour ce qui est du service, on est donc deux avec Félix pour s'occuper de la stratégie et notamment toute l'expérience de Félix sur le produit, l'archi et tout nous aide à développer la partie licensing aussi et la partie objet physique que Ouais. moi je maîtrise moins que la partie entertainment. Et du coup, on fait, en fait, c'est un service de consulting. Donc, on est deux consultants et on fait appel à des experts. Et du coup, le but, si on a énormément de travail et qu'on croule sous le boulot, on pourrait monter en fait une deuxième équipe formée selon nos méthodologies créatives, qui serait un, deux ou trois consultants et qui eux aussi feraient appel à des experts. C'est une possibilité. Ou si on a énormément de travail, on pourrait avoir des artistes qui font du développement visuel pour nous. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle en fait des gens de manière très ponctuelle parce qu'on est sur une logique de
appeler les compétences là où elles se trouvent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai bossé à David Production, on m'a demandé de faire le design d'un étage d'un hôtel à Alexandrie. Ok. Moi, je suis pas architecte et j'ai eu 3 semaines pour faire le boulot. Bah, en fait, j'ai passé un petit peu moins d'une semaine à dessiner et à faire mon taf et 2 semaines, voire 2 semaines et demie à faire de la recherche sur, alors, c'est quoi un hôtel? C'est quoi l'architecture d'un hôtel? Et c'est quoi l'architecture du nord de l'Égypte moderne, en fait? Ouais. Parce que j'en sais rien. Et pour éviter ça, parce qu'en fait, à la fin, tu as un design qui est joli, parce que moi, je sais faire des dessins qui se tiennent, sont en perse et sont jolis. Mais j'ai aucune idée de savoir si ce truc pourrait exister vraiment. Et Mhm. donc, en termes de world building, c'est complètement bidon. Parce que l'ascenseur, je sais pas où il arrive, les escaliers non plus, parce que est-ce que les fenêtres, elles sont énormes ou pas? Enfin, j'en sais rien. Ouais. C'est inconstructible. Et si jamais dans la saison 2, tu as un truc qui se passe dans le hall de cet hôtel, il faut tout redessiner à zéro. Parce que moi, j'ai pas du tout conçu ça pour que ce soit possible, en fait. Et si tu compares, tu Donc, verrais qu'il y a peut-être un souci de cohérence à ce moment-là, quoi. bah ouais, complètement. Parce qu'il y a sûrement des trucs où j'ai pensé en faisant un étage juste que, en fait, j'aurais eu besoin d'y réfléchir si j'avais dû dessiner le hall. Et comme j'ai jamais eu besoin d'y réfléchir et que je connais pas cette discipline qui est l'architecture, je l'ai fait au pif sans y penser, en fait. Ouais. Ce que ne ferait pas un architecte. Donc notre idée, c'est qu'au lieu de payer quelqu'un pendant 3 semaines qui va faire un design qui sera inutilisable en world building, parce que nous, quand on fait des designs, on ne sait pas à quoi les clients vont les utiliser après. On ne sait pas ce que les designers qui vont bosser sur les séries ou sur les films vont avoir besoin de faire. Par Mhm. contre, on a besoin que ce soit suffisamment cohérent pour que n'importe quel designer puisse s'emparer de ça et faire sa sauce avec. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dire, au lieu de payer un artiste pendant un mois qui va faire un truc bancal, comme ce que moi j'ai certainement fait, mais comme n'importe quel artiste qui a été formé en animation et pas en architecture aurait fait, Mhm. eh ben, on va payer un architecte qui va lui bosser beaucoup plus vite parce qu'il a déjà cette culture puisqu'il a été formé pour ça, et on va le payer juste sur l'exécution. Donc on Ouais. va le payer plus cher à la journée en fait, mais comme on le paye beaucoup moins longtemps, en fait c'est plus rentable pour nous et ça nous fait quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Ouais. Donc, on fait appel aux gens en fonction de leurs compétences très pointues sur des spécificités, C'est ce qui ça, fait sans avoir besoin qu'on on fait plus d'une appel à des équipe fixe. freelances, en fait. Ouais, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir Ouais. des employés qui sont tout le temps là, parce un architecte, il n'y en aura pas besoin tout le temps, quoi. Clairement. Bah, c'est ça. Et puis, t'imagines si tu bosses sur un truc de fantasy futuriste où tu as un système politique très complexe. Et donc, on fait appel à un de nos consultants qui a fait Sciences Po et qui bosse dans une école de sciences politiques depuis longtemps, machin. Bah, on va faire appel à lui sur 1 ou 2 jours. Et puis nous, après, on va faire ce travail de réinterprétation de ces informations pour que ce soit utilisable par des artistes de tous bords. Et donc, c'est ça notre boulot de bible narrative, en fait. Et tu te doutes bien que si on bosse sur un IP preschool, on va pas faire appel à ce mec-là. Ouais, ouais. Donc, on a vraiment besoin d'être très flexible sur les gens avec qui on bosse, selon les projets, selon les cibles et selon la stratégie qui est définie avec le client. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est une équipe très, très restreinte, Mhm. mais on peut avoir besoin de 20 personnes potentiellement du jour au lendemain sur un projet. Mais comme on fonctionne en consultant, bah, on s'adapte à chaque personne et aux Ouais. besoins du client d'une part et aux emplois du temps des consultants qui sont des spécialistes très pointus de l'autre côté, quoi. Et juste peut-être pour conclure, sur la partie un peu structure de comment vous travaillez justement sur les projets-là. Est-ce que, donc si vous avez plusieurs projets en même temps, comment vous divisez ce truc-là? Typiquement une journée, en fait, comment tu fais dans une semaine pour travailler sur plusieurs projets à la fois? Est-ce que tu as un peu des trucs comme ça, tu divises, tu fais tel jour, machin, enfin, tu vois? On travaille pas sur plusieurs projets à la fois pour l'instant. On n'a Ok, pas suffisamment de demandes pour se retrouver dans cette optique-là. Donc, on divise plutôt notre temps entre la commande et le développement de notre IP. d'accord. Donc, c'est plutôt bah, quand il y a une commande qui arrive, bah, on gère ça en priorité parce que en général, les clients ont quand même des délais. Alors, ça dépend. Quand tu as un IP, enfin, quand tu as un projet qui est développé par quelqu'un qui est le réal, directeur artistique, en général, c'est des gens qui ont beaucoup de temps parce qu'ils sont juste au tout début, aux prémices du projet, Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de deadline. Auquel cas, on peut bosser sur notre développement perso et là-dessus en même temps et faire une visio de temps en temps et de la review de script et ce genre de choses. C'est pas, tu vas pas écrire tout le script d'un coup comme un bourrin pendant un mois et plus jamais y toucher en fait. Donc, ouais, c'est des choses qui se mettent comme un auteur en fait pourrait bosser sur plusieurs projets en même temps.
ça se tuile en fait au fil du temps, au fil des mois. Donc ça, c'est en fonction des retours qu'on a aussi avec nos clients, avec les gens avec qui on bosse. Mais sur un projet comme celui avec la boîte de jeux vidéo, là, ça peut être du plein temps pendant plusieurs mois. Mhm. Et auquel cas, on fait rien d'autre. Ouais, forcément. Parce que en plus, c'est des gens qui, là, s'ils ont eux un jeu vidéo et que leur but c'est de faire une série de courts-métrages, ben en fait, nous, on n'est pas un studio, on est juste des concepteurs. Donc eux ont des besoins de deadline par rapport au studio avec qui ils bossent. Donc il faut que notre conception soit finie, comme quelqu'un qui ferait de la pré-prod, enfin, il y a des dates butoirs, quoi. Donc là, on se retrouve à bosser à deux à plein temps, plus les consultants quand on en a besoin. Et auquel cas, on reprend le développement de nos IP une fois que la mission est terminée. Donc, on ne fait pas forcément. Enfin, dans une seule et même journée, c'est pas comme quand j'étais à Netflix où littéralement j'étais le matin sur un projet, l'après-midi sur un autre et enfin sur notre projet le Mhm. lendemain. Là, c'est plus simple à gérer parce que les deadlines sont différentes en fait. Donc, je sais pas s'il y a un dernier truc que tu voudrais dire, que tu voulais évoquer ou quoi, que ce soit sur le côté Euh, parcours ou le côté travail de maintenant, un truc qui pourrait aider les gens, je sais pas, un truc qui t'a un peu débloqué un jour, une astuce, un truc, je sais pas. C'est très large comme question, je sais, mais ouais, c'est une bonne question. S'il y a peut-être un conseil que je peux donner, c'est n'écoutez pas trop les conseils des gens. ouais. C'est peut-être la version plus blasée de il faut suivre ses rêves, dans le sens où en fait, quand on a envie de faire des trucs, il faut juste les faire et pas attendre la validation des autres, parce qu'en fait, on commence jamais rien. Et il faut pas non plus écouter les gens qui te disent ah mais tu comprends, c'est tellement cher ou tellement compliqué, ou ça prend tellement de temps, parce que en fait, ouais, tu finis par plus rien faire en fait si tu écoutes Ouais. les gens autour de toi. Bah, il y a ce côté-là, mais il y a Euh, aussi le côté, je pense, là, ces vidéos-là, par exemple, sont des témoignages de, voilà, moi j'ai fait ça comme ça, moi j'ai fait ça comme ça, et c'est à chaque fois des parcours possibles, parce que là, concrètement, le fait de faire plein de trucs à la fois dans un studio au Japon, parce que tu as été prise par Netflix, machin, c'est pas vraiment reproductible. Mais c'est juste un truc ouais, de ça existe, et c'est un peu ça que je pense que c'est un peu un truc aussi de voir les différentes possibilités, mais de pas se dire, ah bah si je veux arriver au même niveau que cette personne-là, bah, je dois faire les étapes une par une comme elle. Parce que ça ouais, marchera pas non, pas forcément du pareil, tout. quoi. En fait, il n'y a pas de recette de cuisine pour Ouais. rien. Et il faut vraiment tracer son propre chemin et il faut faire attention aux conseils des gens parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, un parcours est très difficilement reproductible. Or, les gens donnent des conseils par rapport à leur expérience passée. Donc, en fait, Mm. les conseils des gens sont très difficilement miscibles avec l'expérience de chacun, d'une part. Et en plus, c'est un milieu très compétitif. Et déjà, tout le monde ne veut pas forcément que du bien. Donc, des fois, il y a des gens qui donnent des conseils un peu parce qu'ils sont aigris et qui te disent qu'en Mm. fait, tu n'y arriveras jamais parce que c'est trop ambitieux, mais parce qu'en fait, eux se sont plantés, ont essayé et qu'ils n'ont pas réussi pour X ou Y raison. Du coup, ils sont aigris, ils ont les boules et ils t'encouragent pas forcément. Enfin, et parfois, il y a des gens qui donnent des conseils qui ne sont absolument pas possible de mettre en pratique. Sauf que comme t'as pas encore l'expérience et que t'as pas encore fait tes propres choix, bah, tu t'en rends pas compte. Donc tu mets en place ce qu'on t'a conseillé et en fait tu te rends compte que c'était une erreur. Sauf Ouais. qu'après tu te dis ah j'aurais pas dû suivre le conseil de machin. En fait il vaut mieux suivre son propre chemin et se dire bah je me suis planté mais j'ai compris pourquoi. Mhm. Et du coup si c'était à refaire aujourd'hui bah je le ferais pas de la même manière plutôt que de se dire bah je me suis planté mais c'est parce que un tel m'a donné un mauvais conseil. Ouais mais du coup on s'en sort pas. Tu peux pas tirer le leçon de ça. Tu sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas suivi son conseil. Enfin, et au final, à part en vouloir aux gens, ça donne Mm. rien de bon. Donc, je pense qu'il faut, quand les gens ont des projets en tête, il faut s'accrocher à ces projets. Il faut pas avoir peur parce que ça va prendre du temps ou que, enfin, pour X ou Y raison. En gros, tous les gens qui te disent que ça va être très très compliqué, oula, bah, faut juste pas insister et puis se dire ouais, bon bah ils vont juste pas m'aider et puis passer à autre chose quoi. Mm. Parce que c'est pas encourageant, ça aide personne. Donc, quand on a envie de faire des trucs, il faut s'accrocher à ses envies. Et en fait, Ouais. que ça foire ou que ça réussisse, si ça réussit, bah, t'es content, t'es allé au bout de ton truc. Et si ça foire, bah, en fait, tu seras quand même content parce que tu auras fait tout ce que tu peux pour que ton projet marche. Mhm. Et du coup, tu auras appris plein de trucs et c'est hyper enrichissant. Donc, faut pas avoir peur de, des fois, faire des grands sauts.
Ouais. Même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait les choses, en fait, de se lancer dans des projets qui tiennent à cœur, parce que c'est là où on apprend le plus. Et ça, c'est vraiment hyper important, je pense, plutôt que de se laisser porter par quelque chose d'un peu plus confortable, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est Voilà. Je ça. sais pas si c'est très clair. Si, je suis assez d'accord. Et je me dis que ça marche aussi pour les. Enfin, un peu sur un autre point, mais que pour les gens en école, par exemple, ou quand des profs vont te dire tel truc, je pense que ça, bah, ça reste quand même quelqu'un qui sait plus de trucs que toi, normalement, parce qu'il est prof. Mais si tu écoutes trop, des fois, tu vas te retrouver à faire ce que cette personne-là fait assez rapidement. Ouais, Enfin, en ouais, école de beaux-arts, c'était un peu comme ça. En gros, le prof de dessin, il te dit, bah voilà, on va faire ça. Et après, tu te rends compte que dans son expo, bah, en fait, il fait ça. Et qu'il veut que tout le monde fasse ça, tu ouais. vois. Donc, c'est En un fait, peu. il faut Faut réussir écouter à avoir tout un le peu de monde. recul. C'est ça. Mais choper que les Faut bons trucs, écouter tout quelque le monde part. sans juger, en fait. Ouais. Et après, il faut se faire sa propre idée une fois qu'on a bien pris en compte tous les paramètres. Et il y a un autre conseil qui est beaucoup plus pragmatique que je peux donner, c'est il faut être sympa avec tout le monde, il faut être très ouvert, il faut parler avec un maximum de gens et pas être trop prompt à juger les gens Mm. parce que c'est un tout petit milieu et que tout le monde se connaît et qu'en Et qu'un fait, message peut vite circuler aussi sur machin, en ouais, fait, et il est c'est très désagréable. important de se faire des bonnes relations, de comprendre qui est fiable et qui ne l'est pas forcément. Parce que voilà, c'est comme partout, il y a des gens plus fiables que d'autres, mais Ouais. surtout, il faut être très ouvert et parler avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'un truc marche pas ou qu'on n'a pas un job un jour qu'on n'en aura pas avec les mêmes personnes le lendemain. Enfin, faut pas trop se prendre la tête et Mm. se faire de nœuds au cerveau. Mais il faut être très ouvert avec tout le monde et surtout, ouais, être un bon être humain, même avant d'être un bon professionnel, je dirais, en fait. Genre, Ouais. être sympathique, être Bah, ouvert, être accessible. Je ça, on trouve l'a que c'est souvent dit dans les vachement vidéos. important. Le côté, on va plus prendre quelqu'un qui est un peu moins bon, mais qui est bon quand même, et qui est cool avec l'équipe, que quelqu'un qui est le génie, mais qui va faire chier tout le monde dans l'équipe, quoi. Tu peux pas te Ouais. permettre de faire des trucs comme ça. Mais moi, je préfère bosser avec quelqu'un qui est ouvert et sympa et qui peut-être techniquement est un petit peu plus faible, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que l'important, c'est un boulot d'équipe dans nos industries. Donc, il faut fonctionner bien en équipe. Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut réussir à faire du networking de manière assez naturelle et ouverte, pas forcément forcée et chercher à faire que ça non plus. Mais il faut avoir de bons rapports avec les gens parce qu'en fait, c'est ça qui va influer sur les embauches. Mm. Parce Ouais, que faut être bon aussi techniquement, évidemment, il faut forcément. travailler son dessin, etc. Mais c'est hyper important de montrer qu'on est quelqu'un d'agréable à vivre et d'agréable avec qui travailler. Parce que comme c'est un milieu aussi beaucoup de copinage, de mise en relation, bah, en fait, on a plus de chances de se faire recommander pour un job Ouais. en étant quelqu'un de sympa et d'ouvert. Plutôt que de dire, ah, moi je suis trop bon, mais de toute façon, je peux l'envoyer chez qui je veux parce que je suis tellement bon que j'aurai toujours du travail. Non, c'est pas Ouais. vrai. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être des gens Ouais. qui fonctionnent comme ça, mais il faut faire gaffe, quoi. C'est ça. Donc, le côté humain et relationnel est très, très important. Donc, Voilà, je voilà. pense que S'il y a des gens c'est en école qui nous regardent, ce serait mon conseil, ouais, je de pense. s'entraîner aussi justement à montrer ce qu'on fait, à parler de ce qu'on fait, à aller voir ce que font les autres, à discuter avec et tout. Même Ouais, si et enfin, c'est il y en pas a plein évident, ça aussi. des timides, il y en a plein, surtout dans le côté artistique. Je fais mes dessins, je parle pas aux gens, c'est un peu une base du début, quoi. Donc voilà, il y a un truc à essayer d'aller vers les autres, même si on n'est pas extraverti. Il n'y a vraiment pas besoin d'être extraverti et de parler tout le temps à tout le monde et de faire des blagues ou je sais pas quoi. Enfin, juste être normal et montrer ce qu'on fait. Et voilà. Ouais, juste être sympa et ouvert, mais c'est déjà, enfin, c'est déjà beaucoup, en fait. Ouais, Et c'est c'est ça. très important.